Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast macplanet.com. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Audrey Coulot qui anime le site Apple avec Audrey, donc la chaîne YouTube Apple avec Audrey, et donc elle dispense des formations Apple, et elle a également un site web, je mettrai les liens en descriptif, et elle va vous communiquer sa vision de l'écosystème d'Apple, donc parce que elle est vraiment très proche en fait de l'écosystème Apple, que ce soit au niveau des iPhones, des iPads et des Macs, et depuis des années, c'est une vraie professionnelle, et elle va se présenter elle-même. Bonjour Audrey. Bonjour Jean-Christophe, merci de m'avoir invité dans ton émission. Je suis contente de pouvoir m'exprimer sur Apple, même si je le fais déjà à travers un autre podcast. Je me permets du coup de présenter Tu as raison. un podcast que je co-anime avec Prof du Web, avec Matt, qui s'appelle Apple Différemment. Ça fait plus de 8 ans qu'on anime ce podcast, donc j'adore les podcasts et j'adore parler bien sûr d'Apple, de son avenir, de son passé et de ce qu'on fait avec tous ces appareils assez formidables, mais qui ne sont pas exempts de défauts. Et Apple différemment, que tu co-animes avec Matt, c'est vraiment un super podcast que je conseille vraiment à tous, hein. Débutants, utilisateurs avancés, un très bon podcast que moi aussi j'écoute, d'ailleurs, je tiens à le dire. Voilà, je te laisse la parole Audrey, et je vais te laisser te présenter donc à nos auditeurs. Mais déjà, merci d'écouter Apple Différemment. Ce qui est intéressant, c'est que moi je suis en France et Mathieu il est au Québec. On a deux visions parfois différentes. Au final, c'est vrai qu'on a des très bons retours, donc je suis ravie que tu nous écoutes. Alors moi, je m'appelle Audrey Coulot, donc je suis, aujourd'hui, en 2025, donc formatrice, rédactrice spécialisée Apple. J'ai également, une chaîne YouTube où je fais des tutos, des présentations, où j'exprime en fait, des avis, des astuces, bref plein de choses. Il y a plus de 500 ou 600 vidéos maintenant sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes, on va dire. Oui, enfin Heu, Audrey, t'es un peu modeste, hein. Tu n'as pas qu'une simple chaîne YouTube, tu as une super chaîne YouTube avec beaucoup d'abonnés, hein. Tu peux vraiment, tu peux le dire, c'est une super chaîne YouTube, hein. Enfin, de ma part, hein, je pense. oui, c'est vrai que c'est une chaîne YouTube qui a pris son temps parce que j'ai commencé en 2018. J'ai ouvert ma chaîne YouTube en 2018 et oui, j'ai plus de 100 000 abonnés aujourd'hui, sauf qu'en fait, pour moi, si tu veux, c'est comme quand j'en avais, 1000. En fait, ça n'a pas changé mon approche, ça n'a pas changé, je fais pas de partenariat parce que je veux absolument garder mon libre arbitre. J'étais journaliste avant, donc tu sais, puisqu'on en a parlé juste avant, que c'est important d'avoir son libre arbitre et que parfois, quand on nous propose des partenariats, des produits et cetera, on a tendance à perdre un peu cette liberté de parole. Ah ça oui. Voilà, tu connais le souci. Ah Donc en oui, ah fait, oui. moi j'ai décidé, même si financièrement c'est pas avantageux, de ne pas faire de partenariat. J'ai quand même quelques liens affiliés à Amazon, mais ça reste uniquement certains liens affiliés. Mais voilà, quand je teste un produit, c'est un produit que j'ai acheté pour moi, pour mon quotidien et que j'ai apprécié, donc je préfère le partager avec mes abonnés sur YouTube. Mais voilà, je ne fais pas de test de produit. Moi, je suis vraiment dans l'usage, dans les logiciels, dans les applications, dans les services, et tout ça, bien sûr, dans le champ, d'Apple. D'accord. Et moi, je tiens quand même à dire aussi à tous ceux qui nous écoutent que ben, Audrey, c'est une très bonne formatrice, hein, donc tout ce qu'elle enseigne, elle est très didactique, elle est très patiente. Moi, je vois très bien, lorsque vous écoutez, il suffit d'écouter en fait ces podcasts, vous allez voir, hein, c'est très bien expliqué, c'est technique quand il le faut, c'est abordable quand il le faut, c'est une très bonne approche, hein, moi je trouve, hein, voilà. Merci, c'est gentil. Bah, c'est souvent ce que mes clients, du coup, me disent sur, mon site Apple avec Audrey, où je propose une trentaine de formations pour apprendre à utiliser son Mac, son iPhone, son iPad, mais tout en ayant toujours une approche où, en gros, hem, je veux pas, inonder les gens de détails techniques qui, en fait, n'ont pas, d'impact sur leur usage. Je préfère, vraiment donner juste la bonne dose d'informations, plus avancées, mais tout en étant dans l'usage et en disant: «Bah, si vous voulez faire ça, il faut faire ça comme ça. Par contre, attention, petite contrainte technique». Voilà, en fait, cette approche-là, je trouve heu, en fait, c'est toujours celle que j'ai utilisée naturellement, et en fait, je me rends compte, en effet, vu les retours de mes clients,
qui sont très heureux en fait d'apprendre tout ce qu'ils apprennent sans que ce soit trop complexe en fait. Donc il y a un équilibre à trouver qui est pas toujours simple, mais ça fait partie du métier de formatrice ou de rédactrice, hein. Ouais, c'est une approche très naturelle, je trouve, et moi j'aime bien aussi ce genre d'approche. Alors, Audrey, donc tu vas, dans un premier temps, si tu veux bien, nous présenter un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, et pourquoi dans l'écosystème Apple, et pourquoi pas dans l'écosystème Android, Windows ou Linux, peu importe. Donc tu nous expliques un petit peu ton parcours en 2 mots, s'il te plaît? Merci. Oui, bien sûr. En fait, moi, à la base, je viens des industries graphiques, donc j'ai été, sérigraphe. C'était mon premier diplôme, hein. J'ai eu un CAP de sérigraphie. Après, j'ai été infographiste. Donc forcément, quand on est dans les industries graphiques, c'était dans les années, 99-2000, quand je suis sortie de l'école, ouais, 98. Eh bien, on était sur Mac, en fait. Dès qu'on faisait des stages que ce soit des maisons d'édition, des agences de presse, des imprimeries, on était sur Mac. Donc moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour le Mac, à ce moment-là. J'avais déjà utilisé des PC, mais il y avait pas d'ordinateur chez moi, donc je suis pas née avec un ordinateur dans les mains. Très bien. Et quand j'ai essayé un Mac, et ben, en fait, j'ai trouvé ça super simple à utiliser, super logique, super fluide, enfin, même à l'époque. Et du coup, en fait, je me suis vraiment, accrochée au Mac. J'ai commencé à étudier, enfin, le catalogue d'Apple à l'époque, voilà, ou le site web et puis, la presse Mac, bien évidemment. Et puis après, donc j'ai travaillé quelques années comme ça en tant qu'infographiste. Et après, j'ai changé de direction parce que le secteur était un peu bouché à cette époque-là. C'était pas évident de trouver un emploi, donc je suis partie plutôt j'ai repris les études, j'ai fait un bac pro informatique et je suis partie ensuite plutôt dans le support utilisateur, donc j'ai fait de la hotline. C'est là où en fait je me suis rendu compte que j'aimais aider les gens à utiliser leurs appareils. Alors c'était du PC, hein, à cette époque-là, mais en fait je me suis rendu compte que, j'avais un peu de pédagogie en moi en fait et que du coup j'aimais apprendre aux gens à faire telle ou telle chose, à les dépanner, voilà. Ça c'est un truc qui s'est développé, grâce au métier que je faisais, au support technique, ouais. Et après, j'ai créé en fait, justement suite à, cette capacité que j'ai développée à aider les gens, en fait, je me suis inscrite sur le forum de Mac Génération. Vraiment un forum incroyable, j'y suis plus trop aujourd'hui, mais on s'entraidait beaucoup et ça m'a donné l'idée de créer un site en fait, de tutos. Donc c'était déjà ça devait être en 2006-2007. J'ai créé un site de tutos vidéo, qui s'appelait Rhinomac. Les D'accord. les plus, fidèles s'en souviennent encore et m'en parlent encore, donc c'est drôle Ah, c'est de sympa, voir que les ouais. gens, ils me suivent depuis, plus de 20 ans. Et en fait, ce site a très, très bien marché. Je me souviens que la bande passante avait été, mon site avait été fermé parce que la bande passante avait explosé. Ah ouais, ouais. Ouais, avec les vidéos, qui étaient stockées sur le serveur. Ah oui, directement sur le serveur à l'époque. Ah oui, c'est vrai qu'elle est... À l'époque, Ouais. c'était, un peu réservé aux artistes. En 2006, on faisait pas des tutos sur YouTube. Enfin, en France, c'était pas encore, démocratisé comme maintenant. Donc, oui, j'hébergeais toutes les vidéos sur mon serveur et un jour, OVH m'a envoyé un mail en disant: «On ferme parce que là vous avez, vous avez Ah, explosé c'est la vrai. bande passante». Ah ouais, ouais, bah, c'est bon signe, hein, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe et en fait, ça a permis à une maison d'édition de me repérer et m'a embauchée, en fait, pour créer un magazine qui s'appelle Compétences Mac. D'accord. Ouais, bah, j'ai bossé aussi à Compétences Maths. Ouais, ouais, je connais très bien, ouais, ouais. Écoute, on a dû se croiser parce que moi j'y ai Ah, été, pendant 10 ans donc tu as dû écrire des articles, ouais, j'ai pigé, en fait, j'étais pigiste, ouais, 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 à OK, Compétences super, Maths. tu vois, c'est drôle. Voilà, donc j'ai travaillé 10 ans, en fait, en tant que rédactrice, pour ce magazine, en salarié et puis voilà, au bout de 10 ans, j'ai eu quelques petits soucis, donc j'ai préféré me mettre à mon compte et donc je suis à mon compte depuis 2017 et voilà et après j'ai lancé, ma chaîne YouTube en 2018. Pas dans le but d'en faire, une source de revenus. Vraiment, c'était parce que j'adore faire des tutos et en fait, je me suis dit: «Il faut que j'en fasse» et puis je me lance sur YouTube, on verra bien, c'était vraiment sans prétention. Je me suis vraiment dit: «Ben, j'ai envie de continuer à montrer des choses aux gens, à comment mieux utiliser, leur iPhone, leur iPad, leur Mac» et c'est comme ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube sans grand projet, sans me dire qu'un jour j'aurais 100 000 abonnés. Voilà et puis ça n'a pas été non plus, l'explosion, hein. C'est-à-dire que j'ai dû faire,
presque une centaine de vidéos avant de toucher mon premier euro, quoi. Ça a été très très lent, mais je le faisais pas pour ça. Donc en fait, enfin, c'était pas ça qui importait pour moi. Et donc je suis ravie que ça ait pris, que ma communauté se soit créée doucement mais sûrement. Et je remercie d'ailleurs tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne maintenant. Il y a un système d'abonnement de soutien. Si les gens veulent verser 3 euros par mois ou le bouton merci qui permet de faire des dons ponctuels. Exactement, il faut le dire, c'est vrai, c'est bien. Ouais, ouais. Ben, moi, je suis surprise en fait que que les gens en fait participent comme ça à leur manière. Ils ont aimé une vidéo, voilà, ils donnent ce qu'ils veulent. Ça peut être à 99 centimes jusqu'à 50 euros. J'ai eu des fois, j'ai eu un don de 200 euros. Enfin, c'était incroyable. Ouais, ouais, j'ai un monsieur vraiment qui m'a dit, ça fait des années que je vous suis. Voilà, c'est juste normal. Je l'avais dépanné par mail pour un petit truc en plus, donc voilà, c'était vraiment Ouais, c'est un spontané. retour de bâton, en fait, hein, comme tu expliques bien, voilà, c'est ça, tu expliques bien, dans tes tutoriels, la charte graphique, elle est très belle, enfin, tout est bien dans ton moi, j'ai vu, hein, la chaîne, hein, on sent vraiment, il y a un vrai travail de fond, hein. Les miniatures sont extrêmement bien travaillées, quand tu énonces, c'est extrêmement clair, enfin, moi j'aime bien, quoi. Franchement, et j'invite vraiment ceux qui connaissent pas, je pense qu'il y en a peu qui connaissent pas, mais ceux qui connaissent pas, je les invite vraiment à découvrir ta chaîne YouTube, hein. C'est vraiment super. Merci, c'est gentil. Ah, c'est vrai. Bah, ce que j'aime cultiver aussi sur cette chaîne, c'est le fait de prendre son temps, parce que moi, je regarde beaucoup de tutos, alors pas Apple, hein, mais des tutos menuiserie, par exemple. D'accord. Je travaille le bois, donc j'adore ça. Et en fait, je trouve que les chaînes qui ont le plus d'abonnés, malheureusement, c'est les chaînes où les gens font des vidéos ultra rapides, où les explications sont vite passées en revue. Enfin, moi, je trouve qu'on vit un moment ou une période où tout va très vite. D'ailleurs, les reels sur Instagram ou les shorts sur YouTube, ça prouve bien que les gens ont peu de temps à accorder à ce genre d'activité, Ah donc il faut ça que oui. ça aille vite. Et moi, je prends un peu le contre-pied. J'avoue que je préfère prendre 3 minutes s'il faut pour expliquer quelque chose, que les gens comprennent bien et qu'ils aient pas perdu leur temps. Moi, c'est vraiment ça le but, c'est de pas laisser les gens pendant 10 minutes devant une vidéo où en fait soit ils ont rien appris, soit ça a été trop rapide, soit les fondamentaux étaient pas là. Enfin voilà, moi mon but c'est que les gens, quand ils mettent 1 000 € dans un téléphone, en fait, j'estime que c'est normal qu'ils puissent en profiter à fond et qu'ils puissent découvrir tout ce qui est possible de faire, déjà avec tout ce qu'Apple fournit. Voilà, mais c'est très bien, c'est parfait. Alors j'allais te poser une question avant encore. Hormis le PC et le Mac, est-ce que tu as un petit peu, touché d'autres machines, d'autres OS? Linux, par exemple? Tu as jamais pensé faire des formations sur Linux? Ou Alors pas non, ou parce que, moi, quand j'ai fait mon bac pro informatique, à l'époque, j'avais un prof quand même très ouvert et il nous faisait faire tous les, je sais plus comment ça s'appelle, enfin les tutos, enfin tous les exercices qu'il nous donnait, on les faisait sur Windows, sur Linux, parce que lui, c'était un grand fan de Linux. Et moi, j'avais mon petit e-book G4 à l'époque que j'emmenais en cours et je faisais le tuto aussi sur le Mac. Donc, avec mon binôme, on avait les 3 OS. Et en fait, j'ai beaucoup aimé Linux. J'ai pas trouvé ça très simple à utiliser à l'époque, du moins. Et puis après, en fait, moi, j'ai vraiment en fait, je pense qu'on peut que transmettre des choses dans le temps. C'est-à-dire, quand on fait des tutos depuis 20 ans, il faut vraiment qu'il y ait une passion à la base. Parce que si on fait un tuto sur quelque chose parce que c'est dans l'air du temps, je pense pas qu'on puisse donner le meilleur de soi-même. Tu vois, moi, je marche beaucoup à l'instinct. Je marche beaucoup voilà, quelque chose qui me passionne, ça va se sentir, en fait, quand je vais en parler. Et je trouve que pour mon plaisir personnel, je me suis vraiment dirigée vers Apple parce que c'est ça que j'aimais, en fait. d'accord, d'accord. Et est-ce que tu développes un petit peu des applications, pour, macOS, pour iOS ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai fait du développement HTML quand j'ai créé mon premier site, parce qu'en fait, avec une amie qui codait un petit peu, on a fait toutes les pages en HTML, on était trop fiers. Je me souviens, c'était vraiment une très belle période. Ah oui, bah oui. Mais sinon, non, je fais pas de code parce que clairement, je manque de temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Peut-être qu'un jour, je m'y mettrai. Pour l'instant, je me focalise. Comme je suis à mon compte, il faut vraiment que je me focalise sur ma plateforme de formation Apple avec Audrey, la chaîne YouTube un jour par semaine,
j'ai trouvé un bon rythme, mais disons que c'est toujours un peu serré. Bon, voilà, je fais ce que je peux quand je peux. Et puis, comme j'aime aussi bricoler, j'aime la menuiserie, j'aime faire d'autres choses en dehors des écrans. Ça, c'est Oui, vraiment bien sûr, important ouais. pour moi. Développement, oui, ça me prendrait du temps en plus. Donc, faudrait que je trouve un créneau. Bah, Audrey, si tu veux bien, on va passer à la deuxième partie du podcast, parce que moi, pas que moi, bien sûr, moi et ceux qui nous écoutent, j'aimerais avoir ta vision sur le matériel Apple. On va essayer de faire un petit tour d'horizon sur les plus gros matériels Apple. On va commencer par le Mac, ensuite l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch, l'Apple TV, et éventuellement Vision Pro si tu as envie. Donc tu vas nous dire en quelques mots ta vision sur le matériel Apple. Qu'est-ce que tu en penses actuellement? Est-ce que tu es satisfaite? Est-ce que c'est assez innovant? Est-ce que tu as des attentes? Est-ce qu'on a régressé par rapport à il y a 10 ans en arrière, par rapport à la progression, à la marge de progression sur les matériels? Est-ce qu'on a... Enfin voilà. Je veux ta vision, pour l'instant, tu vas me la donner si tu veux bien, sur les Macs d'abord. D'abord, est-ce que tu as un Mac préféré? Est-ce que c'est l'iMac? Est-ce que c'est le MacBook Air? Voilà, dis-nous un petit peu ta vision sur le matériel pour l'instant, dans un premier temps, si tu veux bien. Oui, bien sûr. En fait, moi, je pense que j'ai eu tous les Macs qui ont existé, enfin, à partir des années 99. Et j'ai pas eu genre le Macintosh Plus ou ça j'ai pas eu parce que j'ai que 44 ans, donc voilà, le Mac a 40 ans et le temps que je puisse m'en acheter un, j'ai commencé avec un iBook G4. D'accord. Ça a été vraiment le premier Mac que je me suis offert. J'ai économisé longtemps pour l'acheter. Enfin, c'était vraiment un des plus beaux cadeaux que je me suis fait à ce moment-là. Un petit joyau, quoi, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis il est tout blanc là, avec j'aimais bien le clavier. Enfin, voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé cet ordinateur. Et puis après, en fait, à force que ce soit quand je travaillais sur Rhinomac ou que ce soit chez Compétences Mac, bah, j'ai eu plein de Mac différents. Je pense que j'ai eu le Mac Pro, le Mac Mini, l'iMac, MacBook Air, MacBook Pro. Je pense que je les ai tous eus. Euh, et en fait, mon Mac préféré aujourd'hui, ça reste l'iMac Ouais, pour vraiment la production. ouais, c'est ça, ouais. Ce que j'adore dans l'iMac, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas des fils partout. Je suis passée d'un Mac mini avec écran externe à un iMac. Et là, je me suis dit quand même, l'iMac, il a tout. En fait, il a la caméra, il a les micros, il a l'écran, très bel écran. Il a le fait qu'il y ait juste ce qu'il faut comme connecteur à l'arrière et c'est tout. Enfin, on n'est pas on quitte un peu le monde vraiment de l'informatique avec des câbles partout, etc. Donc l'iMac, je le trouve... j'ai toujours trouvé que c'était un très bon appareil. L'iMac 27 ou l'iMac, ou les nouveaux, les plus petits, actuellement? Ah oui, là j'ai un 24 pouces, Ouais, ceux qui sont colorés là, ouais, je vois très bien. et il est équipé d'une puce M1. Ça fait presque 3 ans que je l'ai. Je pense que je vais encore le garder un peu parce que pour l'instant, il répond toujours à mes besoins. J'ai pas de ralentissement. Donc, moi j'essaye aussi de faire durer mes appareils le plus longtemps possible. Oui, oui, c'est vrai, tu le dis régulièrement, hein, même sur le podcast Apple différemment, et j'aime bien cette vision un peu de conserver le matériel, c'est une vision un peu écologique, hein, de pas changer son matériel si ce n'est pas nécessaire, voilà, quoi, j'aime bien tu le dis assez régulièrement, et c'est bien de le répéter, je trouve. Oui, parce qu'en fait, je pense vraiment que la philosophie d'Apple aussi, c'est de faire des appareils qui durent. Même si au niveau logiciel, il y a un moment où on est bloqué, au bout de 6 ans, 7 ans, on est bloqué parce qu'on peut plus faire les mises à jour, donc ça, c'est dommage. Mais par contre, le matériel, aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent, des iMac qui ont 10 ans ou des MacBook Air qui ont 10 ans et ça fonctionne toujours bien. Il n'y a pas de gros problèmes. Sur les portables, évidemment, il va y avoir peut-être un problème d'autonomie ou la batterie sera remplacée, mais Hem, moi je trouve et puis en plus c'est quand même du matériel cher, donc moi je trouve que, c'est tout à fait normal en fait quand on achète quelque chose de le garder longtemps, donc c'est pour ça qu'il faut être bien conseillé aussi lors de l'achat. Et après moi la seule contrainte technique que je vais rencontrer, c'est par exemple, quand j'avais un iPhone 15 Pro et quand Apple a présenté le bouton, tu sais commande de l'appareil photo là Oui, sur le oui, côté des oui, iPhone 16, ouais. je me suis dit: «Je ne peux pas ne pas l'avoir parce que mes clients vont avoir des iPhone 16 et il va falloir que je leur explique. Ouais, il faut que tu en parles, quoi, c'est ça, ouais. Voilà, donc ce qui me force parfois à changer et franchement ça me fait mal au cœur parce que la le 15 Pro, je l'aimais beaucoup. Ce qui m'oblige parfois à changer le matériel, bah, c'est un nouveau bouton ou une fonctionnalité qui est réservée à tel appareil. Ce qui m'avait d'ailleurs fait changer, j'avais un 12 mini et je suis passée au 15 Pro, donc j'avais gardé mon 12 mini quand même assez longtemps et je suis passée au 15 Pro, bah, pour le bouton action.
Donc si tu D'accord. veux, là aussi, j'avais changé parce qu'il y avait une nouveauté, physique, on va dire, un nouveau bouton et donc j'ai dû rechanger l'année prochaine et c'est pas dans ma vision des choses. Moi, si je n'étais pas, formatrice et si je n'avais pas de clients, je pense que je garderais mes appareils encore plus longtemps. Et qu'est-ce que tu penses, c'est une petite parenthèse, mais qu'est-ce que tu penses du système de location de téléphone, par exemple? Tu vois, où tu payes tous les mois un forfait et où tu peux avoir le dernier matériel. Et comme toi, tu es formatrice, forcément, ben, tu as besoin d'avoir toujours le dernier matériel pour pouvoir en parler à ceux que tu formes, forcément, mais avec une location de téléphone plutôt qu'un achat. En fait, c'est pas forcément un problème d'argent, c'est que moi, je me dis qu'à chaque produit neuf qu'on achète, on crée un produit neuf, en fait. Écologiquement, je trouve ça assez déraisonnable à notre époque de changer de téléphone tous les ans. Peu importe, le budget derrière, en fait, qu'on l'achète cash ou qu'on l'achète ou qu'on le prenne en location. Moi, je te dis, j'ai quand même fait des formations avec l'iPhone, avec, le 12 mini. Je l'ai gardé plus de 3 ans. Ça n'a posé aucun problème pour rédiger mes formations parce qu'en fait, j'avais accès à toutes, les fonctionnalités. Ouais, ouais, les principales, c'est ça, voilà, tu as raison, ouais. Donc, moi, je trouve que, là, si tu veux, j'ai un iMac avec une puce Apple M1, ça m'empêche pas de travailler, ça m'empêche pas j'ai pas besoin d'une puce M4 pour montrer telle ou telle chose à mes clients parce que dans mon secteur, c'est pas nécessaire. Alors, par exemple, on pourrait revenir sur le matériel toujours. Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, aussi, donc du bond en avant entre les puces Intel et les puces Apple Silicon? Est-ce que parce que forcément, tu le ressens dans ton travail quand tu utilises une puce Apple Silicon comparé à une puce Intel. Est-ce Alors que évi tu expliques ça aussi au... Oui, bien sûr. En fait, évidemment que, moi, personnellement, dans mon quotidien, même si les iMac n'étaient pas des machines très bruyantes, là, je pense que mon iMac M1, j'ai jamais entendu les ventilos. En fait, pareil pour mon MacBook Air, qui est en M2. En fait, je pense que ça a été la plus grosse avancée, ces 10 dernières années chez Apple, c'est ce changement de puce. Parce qu'en fait, c'est des puces incroyables au niveau de la puissance, au niveau de la consommation d'énergie surtout. Ça a fait gagner énormément d'autonomie aux Mac portables. Ça a fait gagner aussi même pour les tablettes, par exemple, pour les iPads, ça a quand même boosté, et permis de faire des choses beaucoup plus avancées sur les iPads qui étaient plutôt, avant ça, j'ai envie de dire des appareils un peu plus de consultation que de productivité. Oui, Donc, vraiment les puces Apple Silicon, ça a été, miraculeux. C'est-à-dire qu'en fait, moi, si j'ai encore des clients avec des Mac Intel, quand ils me demandent quel modèle je vais acheter, ils veulent renouveler leur matériel, ils me posent la question, bah, je leur dis déjà quand vous allez passer d'une puce Intel à une puce Apple, même si vous le voyez pas parce que c'est à l'intérieur de l'ordinateur et les gens font même pas attention si tu veux quand ils achètent, bah, la plupart des gens, que ce soit une puce, M2 ou M4, il y en a pour qui ça n'aura aucun impact au quotidien. je suis d'accord. Et je leur dis juste en fait votre ordinateur si c'est un portable, il aura une bien meilleure autonomie, si c'est un ordinateur de bureau, vous l'entendrez jamais. Parce que c'est ça, en fait, le silence, qu'on a avec les Mac, c'est un truc incroyable. Moi, je suis allée dépanner ma voisine l'autre jour avec son PC. Quand j'ai entendu le bruit qu'il faisait, ah, je me suis dit: «Ah oui, c'était ça avant». La soufflerie. C'est ça, la soufflerie et on n'était pas en été, il faisait pas chaud, enfin donc je pense qu'à force d'utiliser des produits Apple, on s'adapte à ce confort un peu haut de gamme et quand on se retrouve sur d'autres ordinateurs, avec les ventilos et tout, on se rend compte, en fait, à quel point on travaille avec des outils vraiment très, très confortables. C'est vrai. Surtout que tous les MacBook Air, ils sont silencieux puisqu'ils ils ont pas de ventilation. Ouais, même les MacBook Pro, hein, Ouais. franchement, ils sont quand même, Mmh. c'est pas tous Alors les jours que tu entends sauf si tu fais de l'export vidéo ou des choses très, très lourdes, de voilà, la c'est 3D ça. et cetera, mais globalement, pour, 80 des gens qui ont un usage assez courant, de web, de création de documents, même de montage vidéo assez léger, c'est pas tous les jours que tu entends les ventilos du Ouais, MacBook Pro. franchement, oui. Ah oui, c'est vrai, oui. Tu as raison, oui. Et ta vision maintenant concernant, l'iPhone et l'iPad? Donc, au fil des ans, est-ce que le produit est-ce que tu attends encore des grosses surprises? Est-ce que le produit te convient en l'état? Enfin, ta vision sur l'iPhone et l'iPad? Bah, écoute, l'iPhone, c'est un super, smartphone, il y a pas de problème de ce côté-là. J'ai remarqué une petite baisse de qualité au niveau de l'interface ces dernières années.
C'est-à-dire que je trouvais avant qu'il répondait au tac au tac dans le sens où, tu appuyais sur un bouton, ça marchait. Là, ça fait quelques mois, alors je sais pas si c'est iOS 18 qui fait ça, mais alors que j'ai Il y a un un peu de iPhone latence? ouais, en fait, Safari, je trouve que parfois il freeze, tu vois? Il y a des choses qui marchent moins bien. J'ai un iPhone 16 pourtant, hein, donc si tu veux, j'ai pas non plus un trop vieil iPhone, D'accord, forcément ouais. et voilà et je trouve qu'il y a certains boutons, on appuie dessus 3 fois, ça marche pas. J'ai l'impression que, voilà, les applis, faut en fait, je pense que j'ai jamais autant relancé d'applis que depuis cette année, donc Ah d'accord. je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il y a une je sais pas, alors je vais en parler puisque c'est depuis avant-hier, on sait, qu'Apple a annoncé les nouvelles versions avec une nouvelle interface justement pour les iPhones, les iPads, les Macs et cetera qui s'appelle, Liquid Glass Exactement. et j'espère qu'avant de nous mettre une couche visuelle comme ça d'interface, j'espère qu'ils ont réglé, les problèmes que j'ai cités précédemment, à De savoir, réactivité, ouais. voilà, des boutons qui marchaient pas. Je trouve que c'est pas acceptable sur des appareils à ce prix-là. J'ai pas ce problème-là sur l'iPad, hein, c'est vraiment sur l'iPhone, je sais pas d'où ça vient. Et globalement, ce que je reprocherais à l'iPhone, c'est son autonomie, malgré tout, malgré les puces A18, malgré les batteries qui ont un nouveau contrôleur, etc. Ça reste quand même un appareil qu'il faut rebrancher au moins une fois par jour, même si la batterie est neuve. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de voir la prochaine technologie liée aux batteries. Parce que ben, l'iPhone, c'est quand même toujours on garde toujours un petit peu en tête, ah, je suis à quel niveau de batterie avant de partir. Oui, bien sûr. On n'est pas serein quand même. Mmh. Et qu'est-ce que tu penses des ben, puisqu'on parle de l'iPhone là, des rumeurs d'un iPhone, iPhone Air, un iPhone extra plat? Est-ce que ça a un intérêt pour toi? Est-ce que ça en a pas? Enfin, Bah, écoute, c'est drôle parce que j'ai retrouvé dans un tiroir, un iPhone 7 et en fait, quand je l'ai pris en main, je me suis dit: «C'était un format quand même génial». mmh. Là, je l'ai dans la main, tu vois? Il a les bords arrondis, il est très fin, beaucoup plus fin que mon iPhone 16. Ouais, Alors c'est sûr qu'il avait certainement moins d'autonomie et encore c'est pas sûr parce que le système était moins gourmand. moins Parce que solide. en Ouais, fait, c'est toujours ça le problème, c'est qu'on aura beau nous mettre une batterie plus parce que les iPhones, ils ont quand même épaissi d'année en année, donc pour avoir plus d'autonomie, sauf qu'en fait, on a des OS de plus en plus gourmands. Surtout exactement. voilà, surtout avec l'intelligence artificielle et cetera, donc on maintient toujours un équilibre, mais il y a pas de vrai progrès, si tu veux, je trouve au fur et à depuis 10 ans. Oui, on fait de plus en plus de choses avec son iPhone, mais au niveau, autonomie, on n'a rien gagné, en fait et c'est là où je me dis: «Cette nouvelle interface Liquid Glass, j'espère qu'elle sera pas trop énergivore». Parce que sinon je vois pas trop l'intérêt, même si ça a l'air très beau, bien que j'émets des gros doutes sur la lisibilité. Mais, en tout cas, moi je trouve que les iPhone Air, comme ils vont enfin les rumeurs que j'ai vu passer alors moi je suis franchement les rumeurs, je passe pas de temps là-dessus. Heu, c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement. Moi j'attends juste, la keynote et voilà, en fait, si tu veux, je préfère passer du temps à autre chose. Donc l'iPhone Air, bah, écoute, peut-être qu'il va arriver, peut-être que ça satisfera pas mal de gens. Moi, je trouve qu'à partir du moment où il y a plus les modèles mini, bah, en fait, j'ai fait une croix sur un iPhone que j'ai dans la poche et que je sens pas, enfin, tu vois? Heu, L'iPhone 16, bah, c'est un gros iPhone, même s'il y a la version Plus qui sera encore bien pire. Moi, j'ai adoré mon iPhone 12 mini. Ouais, moi je l'ai encore, moi je l'ai encore, et franchement ça me suffit, hein. Ouais, l'iPhone 12 mini, ouais. Ouais, moi, j'ai trouvé qu'il avait un très bon format, bah, un peu comme les iPhone 7, 8, tu vois? Une bonne taille. On est dans une période des grands écrans. Est-ce qu'on aura un jour un iPhone pliable? Je sais pas. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Je sais pas. De toute façon, Apple a, je pense, a une ligne de route bien tracée pour, peut-être les 5 ans ou les 10 ans à venir. Je pense qu'ils attendent que la technologie soit mûre, pour proposer quelque chose parce que si Apple sort un iPhone pliant et qu'il y a des problèmes techniques, là, ça va Ah oui, ça va là, jaser. c'est la cata, si tu veux, pour leur image. Pour tout, c'est comme si aujourd'hui ils avaient une grosse faille de sécurité dans iCloud avec des pertes de données et cetera, au niveau de leur approche et de leur, langage marketing, ça serait vraiment catastrophique. Donc je pense qu'ils attendent toujours qu'une technologie soit assez aboutie ou alors ils sont carrément précurseurs. Donc ça dépend en fait ça dépend, mais écoute, on verra à la rentrée pour les prochains iPhones. Ouais, voilà, c'est ça. Ton opinion concernant l'iPad alors?
depuis 10, 15 ans, est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on stagne? Est-ce qu'on le laisse sur un coin de table? Est-ce que c'est la tablette familiale, auquel il manquerait la gestion des profils? Est-ce que le multifenêtrage, que va apporter iPadOS 26, c'est génial? Qu'est-ce que tu en penses de l'iPad, toi, globalement? Alors l'iPad, c'est l'appareil que j'utilise le moins. D'accord. Moi, je suis vraiment sur mon Mac, toute la journée. J'ai mon iPhone à côté. Donc l'iPad, moi, ça reste encore un outil de loisir. Étant donné que j'ai toujours fait de la production sur Mac avec, un clavier, une souris, alors on peut avoir tout ça sur l'iPad, mais avec un grand écran, c'est très compliqué pour moi, de m'adapter à l'écran d'un iPad. Je me sens toujours à l'étroit, même si je sais qu'on peut le brancher sur un écran externe et tout. Je pense que quand on est sur Mac depuis 20 ans, Ouais, c'est le c'est combo, grand écran, Final Cut, enfin, ouais, enfin, on a du mal il nous faut le combo souris, clavier, et grand écran pour travailler de manière, enfin, ergonomique, parce que ça paraît bizarre de travailler sur un petit écran comme ça, faire du montage vidéo, du montage audio sur en une fait, petite je tablette. pense pas que ce soit bizarre, je pense que c'est vraiment une question d'usage et d'habitude. Je pense que si moi, quand j'ai commencé l'informatique, on m'avait mis devant un iPad, ça serait mon appareil préféré. En fait, on est tous dans l'adaptation constante et moi, si je veux faire un montage vidéo avec Final Cut Pro sur mon iPad, ça va pas, ça va m'agacer parce que Ouais, c'est ouais. trop petit. Ah oui. Enfin, Mmh. mais il y en a qui, comme le premier appareil qu'ils ont eu, c'était un iPad, en fait, ils ont développé des compétences et des adaptations que moi je n'ai pas. En fait, je pense que c'est vraiment une question d'usage et d'habitude. Donc voilà, moi l'iPad, ça reste quand même un outil actuellement, voilà, pour regarder des séries. Bien sûr, je fais des formations sur l'iPad, donc je m'en sers, pour mes clients, mais voilà, ça reste pas mon outil, principal et au niveau de l'évolution de l'iPad, bah, écoute, je trouve que quand même ça devient très, très cher. Oui, même oui, c'est vrai, oui, ouais. Voilà, on est quand même si aujourd'hui tu veux acheter un iPad 13 pouces, et un clavier, chez Apple, bah, tu es au prix d'un MacBook Air. Oui, ben, oui, oui, c'est sûr. C'est tout à fait normal que le mode multi-fenêtre arrive et il était temps, que sinon, en fait, on se retrouve avec des utilisateurs qui ont mis, 1 000 ou 1 200 € dans un iPad, un clavier, une souris. Ils ont en plus acheté un écran externe pour avoir une plus grande surface de travail et ils sont toujours en mode plein écran. Donc il y avait même s'il y avait Stage Manager et cetera, c'était quand même pas terrible, pas simple à utiliser. Donc là, le mode multi-fenêtre, mais je pense que ça va ravir tous les utilisateurs Ah oui, d'iPad. c'est la grosse nouveauté. Oui, oui, bien sûr. Voilà, après ça va surtout être confortable, je pense, sur un écran externe. Est-ce que, sur un écran 13 pouces, moi je vois sur mon MacBook Air qui est 13 pouces, est-ce que ça m'arrive souvent d'avoir, plusieurs fenêtres côte à côte? Pas vraiment par rapport à mon iMac 24 pouces. Sur le MacBook Air, je vais être plus avec mission de contrôle, à faire que du plein écran et passer d'un écran à l'autre. C'est pas les mêmes usages en fonction bien sûr de la taille des écrans. On verra ce que ça donne. Là, il faut que j'installe, la bêta, sur mon iPad et puis, et on verra. Mais en tout cas, c'est très bien que l'iPad évolue. Là, je me suis dit: «Bah, l'iPad devient un Mac, hein, clairement de plus en plus». Voilà, enfin. Enfin ou bah, je sais pas pour l'avenir du Mac si c'est bon signe, on verra. Voilà, mais bon, mais enfin, je veux dire, comme tu dis, hein, mais pour le prix qu'on met dedans, je trouve quand même qu'il fallait quand même apporter une gestion de fenêtrage plus avancée. Parce que tu peux pas payer plus de 1 000 € et être limité par une interface, quoi. Ça paraît pénalisant, je trouve. Oui, bien sûr, c'est pénalisant et je pense qu'Apple a plutôt réfléchi en sens inverse, c'est-à-dire s'est dit: «Maintenant que quand on vend un iPad, on se fait quasiment autant d'argent qu'un Mac, on peut proposer plein d'outils qu'il y a sur le Mac depuis 20 ans». En fait, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'ils ont vu les choses, c'est-à-dire qu'il fallait absolument pas que l'iPad fasse tout ce qu'un Mac peut faire, mais à moitié prix. Mm, c'est ça, oui. Là, au niveau commercial, au niveau, rendement, c'était pas une bonne chose. Donc voilà, maintenant que les iPad Air sont sortis en 11 pouces, 13 pouces, peut-être qu'un jour il y aura un iPad 15 pouces, parce que je pense que le mode multi-fenêtre et j'en parlais avec, mon co-animateur hier, dans Apple différemment. Évidemment que, mode multi-fenêtre, ça veut dire écran plus grand. Donc c'est quasiment sûr qu'il y aura un iPad, 15 pouces un jour et que là, en fait, l'iPad 15 pouces sera vraiment un concurrent presque égalitaire, du Mac. Parce que sur le Mac, il y a quand même énormément de choses qu'on peut faire, qu'on fera pas sur un iPad, avant un petit bout de temps, je pense.
Ouais, même la gestion des fichiers avec le Finder, elle devrait être un peu plus améliorée, je trouve, sur l'iPad, sur iPadOS. Je trouve qu'elle reste encore, l'application fichier, je la trouve pas fluide par rapport au Finder. Et il faudrait continuer à aller dans ce sens-là, je trouve, au niveau de l'iPad. Amener un Finder vraiment qui permet de mieux gérer ses streams, ses fichiers vidéo, ses fichiers audio, et travailler vraiment, pour ceux qui travaillent sur l'iPad, et avoir un vrai outil de travail pro. Oui, après, si tu veux, sur Mac, le Finder, il gère pas que les fichiers, hein, il gère le bureau, chose qu'on n'a pas. On n'a pas de bureau sur un iPad, on peut pas mettre des fichiers sur l'écran d'accueil, ça reste des applis. Donc il y aura peut-être une bascule un jour pour ça, où en gros on aura un dossier application, genre comme un Launchpad, et puis après sur le bureau on pourra peut-être mettre d'autres choses que des apps. Mais en tout cas, en fait, moi je pense qu'ils se gardent plein de choses qu'on attend et qui nous les donnent année en année, parce qu'en fait c'est vraiment ça qui se passe avec l'iPad, c'est une évolution très Voilà, lente. avec la souris, avec le clavier, avec la connexion du joypad, enfin, etc. Ils l'ont fait au fur et à mesure, voilà, tout ça, oui. C'est ça. Je pense que l'iPad c'est un produit avec une évolution lente, contrairement au Mac en fait qui a ses bases depuis tellement longtemps que en fait, on voit bien que macOS, c'est un peu l'OS qui évolue un peu le moins, par rapport à l'iPhone qui va très vite. Oui, Les nouveautés sont toujours priorisées sur l'iPhone. L'iPad, c'est assez lent et le Mac, ça reste un peu on a des bases solides, on fait évoluer, mais ça reste tranquillou, quoi. Tu vois? C'est comme ça que moi je vois à chaque keynote où je me dis, voilà, l'iPhone, ça avance, ça avance, ça avance parce qu'il y a de la concurrence. L'iPad, c'est quand même la tablette qui se vend le plus, donc ils se disent: «Bah, en fait, nos clients sont là, le matériel est acquis, le matériel est sûr», parce que les iPads, c'est quand même très stable, hein, très oui, fiable comme appareil, comme ordinateur, j'ai envie de dire. Et puis voilà, on le fait progresser d'année en année, pour qu'il trouve son public et notamment, dans la jeune génération où ceux qui ont grandi avec une tablette, à la maison, en fait, ils vont plus avoir envie de s'acheter un super iPad qu'un Mac. d'accord. Et à présent, on aimerait bien avoir aussi ta vision concernant l'Apple Watch. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'Apple Watch? Bah, écoute, l'Apple Watch, c'est un appareil que j'utilise depuis plusieurs années. Là, j'ai la 8 actuellement. Bah, son plus gros défaut, c'est l'autonomie. Moi, ça m'agace à 20 heures d'avoir, notification, batterie faible, 10. C'est vraiment Ouais, je pense c'est que tous les compliqué. jours, c'est le truc où je me dis: «Ah mais c'est pas possible». Elle a du mal à tenir, 24 heures. Alors elle est pas si vieille, hein, c'est une 8, mais voilà, moi je me dis que l'Apple Watch, c'est un super outil santé et je pense qu'Apple, là oui, c'est ça. En fait, ça fait quelques années qu'ils ont pris le chemin de que l'Apple Watch, c'est un outil de santé, donc c'est pour ça qu'ils développent pas non plus, trop les interactions entre Apple Watch et Mac. On peut déverrouiller son Mac avec l'Apple Watch, il y a des choses qui existent. Voilà, voilà, mmh. Mais ils poussent pas ça parce que je pense que l'Apple Watch, pour eux, c'est vraiment leur partie santé, c'est-à-dire sport, suivi cardiaque, oxygène dans le sang et cetera. Tout Oui, ça, bien sûr. suivi de Mmh. sommeil. Donc voilà, pour moi, l'Apple Watch, c'est un super enfin, j'aurais du mal à m'en passer aujourd'hui, que ce soit quand je vais, faire des randonnées, quand je vais marcher, enfin, quand je fais un peu de sport. C'est quelque chose que j'aime bien avoir, je surveille mon sommeil avec et pour moi, c'est un super outil, mais par contre, bah, D'accord. l'autonomie, c'est Un vraiment bon compagnon, ouais, enfin, ouais, c'est ça et puis, c'est quand même un appareil qu'on va garder beaucoup plus longtemps que les autres parce que c'est bien, mais c'est pas indispensable au quotidien. Tu vois, il y a cette notion de, bah, je mets 400 € dans une Apple Watch, mais je vais la garder 5 ans jusqu'à ce que je puisse plus la mettre à jour, par exemple et puis, à ce moment-là, je changerai. Mais l'investissement, au départ, comme il est moindre et qu'en fait, elle fait moins de choses que les autres a appareils, bah, je pense qu'on la garde plus longtemps. d'accord, très bien. Et alors, Audrey, tu vas aussi nous parler de, ben, l'Apple TV, parce qu'on fait le tour, on continue à faire le tour du matériel. L'Apple TV, ton opinion, toujours, qui est importante. Oui, Bah, l'Apple TV, c'est mon écran principal, dans le salon. Je ne regarde plus la télé, depuis des années, ça, c'est normal, ça, tout est normal. voilà, ouais, vu ce qu'on voit, bon et en fait, donc moi, l'Apple TV, en fait, j'allume ma télé, c'est l'Apple TV qui s'allume. J'ai mes petits HomePod mini, ça me fait un petit salon, audio, vidéo, Ouais, parfait ouais, et c'est un appareil que j'adore, je pense que j'en ai eu c'est aussi un appareil qu'on garde très longtemps.
On peut garder une Apple TV pendant 10 ans sans problème et c'est un appareil que j'aime bien parce que voilà, c'est nous qui choisissons ce qu'on veut voir. Alors tu me diras que les télés d'aujourd'hui, ont aussi un espèce de media center comme ça, mais voilà, pour moi l'Apple TV, c'est, pas de prise de tête, c'est simple à utiliser. Je vois des gens, où j'habite, des anciens à qui j'ai donné une ancienne Apple TV que j'avais, que je me servais plus dont Ouais. je me servais plus. Ben en fait, ils l'ont pris en main en 2 secondes, quoi. Ils ont pris la télécommande, ils ont su comment ça marchait et ils trouvent ça génial. Donc j'aime beaucoup la simplicité de ce produit. Et aussi, ce qui est sympa dans l'Apple TV, c'est la fonction de recopie d'écran, qui est vraiment bien, hein, lorsqu'on Oui, fait... AirPlay, ouais, Ouais, AirPlay, ouais, c'est AirPlay, génial. ouais, c'est pas mal Quand aussi. on a des amis qui viennent, on veut montrer des photos, on veut même un site web, enfin non, non, la recopie d'écran, AirPlay, c'est vraiment bien. Il y a les soirées karaoké aussi entre amis, ça c'est vraiment une fonctionnalité que j'adore. Et puis bien sûr, moi j'écoute beaucoup de musique aussi, donc l'appli musique, Ah oui, Apple Music, oui. voilà, Et t'as et puis vu, ap je sais pas si enfin, je te coupe, excuse-moi. Tu as vu avec, les nouveautés qui vont arriver dans tvOS 26, on va pouvoir utiliser l'iPhone. Ceux qui ont un abonnement Apple Music vont pouvoir utiliser l'iPhone comme micro pour des karaokés improvisés, choses comme ça. Ça, c'est sympa aussi. Enfin, c'est pas mal. c'est sympa. Après ça m'a un peu fait bizarre parce que je me suis dit: «Bah, bizarrement les soirées karaoké, c'est vraiment le moment où tout le monde laisse son iPhone de côté». Ah! Ouais, je comprends. Et là, ben, si on utilise l'iPhone comme micro, on l'aura dans les mains, on va recevoir Ah des oui, notifications. Voilà, oui, peut-être que je vais pas tout de suite dire à mes amis qu'on peut faire ça. voilà. Et alors, ton opinion, alors là, donc concernant, donc on finit le tour d'horizon, le Vision Pro. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça, le Vision Pro? Bah, C'est écoute, un ovni, c'est pas un ovni, c'est quoi? Oui. j'en pense pas grand-chose parce que pour moi, dès le début, je me suis dit, que ça va rester un produit pour les pros du design, de l'aménagement, de la 3D. Ça va rester un produit que les journalistes vont tester et ça restera un produit de niche pour les plus geeks d'entre nous qui ont un budget, sans limite. Je trouve que c'est bien qu'il existe parce que je pense que ça permet à Apple de développer d'autres aspects, de l'informatique et on l'a bien vu parce que là, la nouvelle interface, Liquid Glass, elle s'inspire en partie de visionOS donc ça apporte du positif dans d'autres produits Apple donc je trouve ça bien. Après clairement, j'ai pas cherché à l'essayer, c'est pas la vision que j'ai de l'informatique, hem, sans vouloir faire de jeu de mots, c'est Oui, pas la non, non, vision mais je comprends tout à fait. Oui, c'est oui. voilà, pour moi, en fait, avoir un quelque chose sur les yeux et être coupé du monde, c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement et je suis pas sûre que pour l'humanité, ce soit une très bonne chose. Mais à contrario, s'il y avait des lunettes, un peu comme celles de Meta, qu'est-ce que tu en penserais dans le conditionnel, hein? Un peu la même chose, c'est-à-dire que on le voit bien qu'on passe beaucoup trop de temps devant les écrans. Alors nous qui travaillons devant un écran, en fait, depuis 20 ans ou 30 ans, on quitte la pièce, on n'est plus devant un écran et je pense que notre cerveau, il a besoin de ça pour pas de rester accro et pour voir un peu que, bah, dehors, il se passe ça, il y a les petits oiseaux qui chantent, Exactement. il y a une grande marée, enfin, tu vois? Bah oui, bah oui. Je pense qu'il faut vraiment, cloisonner les usages et si on a des lunettes connectées, eh bien, je ne suis pas sûre qu'on les enlève pour mettre nos lunettes normales, quand on a fini notre journée de travail. Je crains un peu que les gens les aient tout le temps, même si ça se voit pas physiquement. Voilà, les verres sont transparents, on voit les gens. C'est peut-être une évolution, mais j'ai envie de dire, vu que j'ai 44 ans, bah, je vais peut-être, ne pas devoir subir ça, en fait, dans les 20 ans à venir ou 30 Mmh. ans à venir. Oui, je vois très bien. Mmh. Je trouve ça très bien, en fait, qu'actuellement ça reste un produit, comme le Vision Pro, que ça reste un produit un peu à part, hem, parce qu'il y a un moment, on a besoin, en fait, d'être avec des gens sans interface entre nous, quoi. Sans technologie entre nous qui viennent, oui, voilà, d'accord. Alors Audrey, si tu veux bien, on va passer à la partie 3. Donc comme je t'avais dit plus ou moins, on va parler un peu, de l'écosystème, donc des OS et des softwares que tu utilises au quotidien. Alors, donc là, je vais aussi te laisser, la parole parce que moi je veux vraiment t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de l'écosystème Apple? Et très récemment, je me posais la question, parce que j'allais faire un épisode de podcast, en solo. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de rester dans l'écosystème Apple? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je pourrais facilement le quitter? Et donc j'aimerais ta réponse là-dessus. Bah, écoute, déjà, l'écosystème Apple, je trouve qu'il est très abouti, que grâce à continuité
Alors, c'est des services qui sont pas trop que les gens utilisent, mais sans forcément, connaître toutes ces facettes. Continuité, c'est vraiment le pack, on va dire, d'outils qui vous permet, en fait, d'utiliser votre Mac, votre iPhone, votre iPad et votre Apple Watch en cohésion. Donc, par exemple, le presse-papier universel qui vous permet de copier du Mac, vers l'iPhone et inversement. Ça, c'est génial, un presse-papier Indispensable. comme ça qui Ah, passe d'un indispensable. appareil à l'autre. Ouais, ouais. Mais c'est génial, mais Apple devrait vraiment communiquer là-dessus parce que je trouve qu'il y a vraiment peu de gens qui savent que ça existe, que c'est possible ou alors ils le découvrent par hasard. Moi, dans mes formations, c'est ça aussi que je montre aux gens, c'est regardez tout ce qu'en fait vous ignorez et tout ce que vous pouvez faire avec, les outils intégrés, les applis intégrées. Moi, je suis une grande Ouais, comment dire? les outils natifs, quoi, en fait, ouais, qui sont déjà Voilà, je défends beaucoup les outils et les applis, natives parce que, personnellement, je trouve que les applis d'Apple sont vraiment très aboutis, ouais, bien faites. ouais. Elles sont intégrées au système, donc vous ne les payez pas. Je vois des gens parfois qui achètent une appli à 49 € alors qu'en fait, dans leur Mac, il y a déjà ça, mais ils l'ignoraient. Exactement. Donc ça, je trouve ça un peu triste, en fait. Nous, on a vu les outils arriver au fur et à mesure parce qu'on a tout l'historique. À notre âge, si tu veux, on a tout l'historique de l'évolution de macOS ou de l'écosystème d'Apple. Donc nous, on a en mémoire tout ça. Mais pour des gens qui viennent d'arriver, c'est pour ça que je pense que le passage, formation, c'est un peu obligé aujourd'hui. Parce que sinon, ils vont utiliser leurs appareils, à 10 des capacités de l'appareil. C'est Et ils ça, vont c'est aller vrai. acheter des applis dont ils n'ont pas besoin, en fait. D'ailleurs, moi j'ai toujours dit, hein, que enfin, pour pousser un peu ça, vraiment, enfin, pour pousser l'idée un petit peu à fond, j'ai toujours dit que, un Mac et ça suffit. Parce qu'en fait, on peut très bien acheter un Mac, et avec tous les OS toutes les applications fournies, on peut très bien, arriver à une fin de productivité, complète. On peut avoir simplement un Mac, toutes les applications fournies et faire un travail, de qualité sans acquérir quoi que ce soit. Ou alors des logiciels libres, si on veut. Oui, après ça dépend dans quel secteur tu travailles. Par exemple, aujourd'hui, les créateurs de contenu qui sont sur Instagram, sur le Mac, même si on peut accéder à Instagram via notre navigateur, ça reste quand même compliqué, tu vois? Donc ça dépend, je pense que ça dépend vraiment des besoins, mais c'est vrai que l'intérêt du Mac, ou de l'iPhone ou de l'iPad, c'est qu'en fait vous le déballez, vous avez tout sous la main pour faire ce que vous avez à faire. Ça, c'est quelque chose, c'est un concept chez Apple qui le défendent depuis, je pense depuis le Macintosh Plus où en fait, tu déballais ton ordi, tu le branchais et tu commençais à l'utiliser. Tu avais pas besoin d'installer des tonnes de choses. Alors peut-être Macintosh Plus, il y avait quand même les disquettes et cetera, hein, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a toujours été dans l'ADN d'Apple de se dire: «On vous fournit tout ce qu'il faut». Justement, en parlant d'applications, lesquelles utilises-tu au quotidien, dans le cadre professionnel d'abord, et puis si tu as envie, dans le cadre privé? Quelles applications, macOS, utilises-tu au quotidien? Je pense que je les utilise toutes, en fait. Moi, je gère toute mon activité avec, rappel et calendrier. Je les utilise vraiment à fond de tout ce qu'ils peuvent faire. Rappel, c'est vraiment mon assistant personnel parce que, parfois j'oublie des choses et donc il me rappelle tous les jours ce que je suis censée faire, à telle date, à telle heure, que ce soit dans le privé ou dans le pro. Donc rappel, c'est vraiment j'ai fait une vidéo là-dessus assez longue, mais où j'explique tout le fonctionnement que j'ai mis en place dans rappel avec les listes, avec, les dates d'échéance et cetera. Le calendrier évidemment, bah, c'est pour gérer, les rendez-vous et cetera. Donc ça, il pourrait évoluer, ça fait longtemps qu'il est, dans cet état, donc il pourrait évoluer, mais je trouve ça très bien, la gestion des trajets, la gestion des alertes, quand je faisais de la formation à domicile, en fait, avant de faire que de la formation en ligne, moi, je gérais, tous mes trajets, mon quotidien avec calendrier. Il me prévenait de partir plus tôt si, il y avait un bouchon sur la route. Enfin, vraiment, il y a plein de là encore, il y a plein de Pas fonctionnalités que d'usage, peu de oui. gens utilisent, Mmh. mais qui sont très bien. Mon navigateur web, c'est Safari. J'utilise parfois Chrome ou Firefox pour certains sites, mais globalement, c'est Safari avec les onglets iCloud, avec, tout ce que voilà, l'historique partagé. Je trouve qu'en fait, tout est très cohérent entre les applis, d'Apple. Grâce à iCloud, et iCloud, ça a aussi été une révolution clairement quand c'est arrivé.
Je me souviens quand même qu'avant que l'iPhone existe, je branchais mon téléphone portable, je sais plus, je crois que c'était un Sony, je le branchais sur mon Mac et puis Un j'importais Vaio. les contacts. Ouais. Voilà, aujourd'hui avec iCloud, en fait, on se soucie plus du tout de ça, ça nous a déchargé, beaucoup de enfin, ça nous a sécurisé et que ce soit au niveau des photos, que ce soit au niveau des contacts, on se pose plus la question aujourd'hui, on se dit: «Bah, même si je perds tous mes appareils, bah, tout est sur iCloud, donc en fait, je ne peux rien perdre, potentiellement». Donc ça, c'est très sécurisant, très libérateur aussi. Et puis, qu'est-ce que j'utilise d'autre? Ben, tout en fait, le trousseau, l'application mot de passe, je suis en train de regarder mon doc en même temps que je te parle. L'application photo bien évidemment, contacts, Tu utilises beaucoup Notes? j'utilise énormément Notes D'accord. aussi, avec des dossiers, avec des mots-clés, avec tout ce qu'on peut faire, Notes, c'est vraiment une application sous-cotée. J'ai mis à jour une de mes formations la semaine dernière, pour, tout savoir sur Notes, sur Mac et quand les gens font la formation, ils me disent: «Ah mais en fait, j'utilisais vraiment Notes pour, ma liste de courses ou pour noter, des mots de passe». Alors bon déjà je leur dis: «Alors ça non, on fait pas, hein, on ne note pas nos mots de passe dans Notes». Du coup, je les renvoie vers la formation sur la gestion des mots de passe. Bah oui. Mais en tout cas, Notes, c'est vraiment une application incroyable. Sur Mac, en plus, elle a beaucoup plus de fonctions que sur iPhone ou iPad. Donc là encore, le Mac, il tire à son épingle du jeu parce que dans toutes les applis, il y a toujours des choses en plus sur Mac. Donc c'est aussi pour ça que j'adore, le Mac. Et après, j'utilise quand même des applis, tiers, par exemple Ulysse, Ouais, Ulysse, le journal, oui. puisque j'écrivais des articles pour Mac Génération. Je manque de temps, donc je pense souvent à eux et je me dis: «Il faudrait que je trouve du temps pour écrire des articles», mais vraiment je j'ai pas le temps. Donc j'écrivais, dans Ulysse, mes articles ou mes livres et puis après j'utilise la suite d'Affinity pour, bah, les montages, photos et pour le vectoriel, enfin tout ce qui est graphisme, j'utilise Affinity Photo. Ça c'est très bien je trouve parce que c'est une application Affinity Photo qu'on paye une fois, il y a pas d'abonnement. Donc ça coûte 50 € et en fait, vous avez un mini Photoshop. Et quand même, moi qui ai travaillé sur Photoshop de nombreuses années, je trouve quand même il se débrouille très bien quand même. Ouais, est-ce que tu utilises, Pixelmator Pro? Ou pas Non, Pro d'ailleurs? non, j'utilise Affinity Photo. D'accord, uniquement. Et est-ce que tu utilises aussi, ou pas, des logiciels libres? Bonne question. C'est vrai que ça fait longtemps que je me suis pas demandé. Par exemple, je sais pas, hein, les suites bureautiques, du LibreOffice, comme par exemple, j'en sais rien, enfin, il y en a des tas, hein, j'en utilise beaucoup. Ensuite bureautique, moi je suis Apple, donc je suis, Numbers, Pages, Keynote. D'accord, Aussi parce que je propose des formations. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme moi, je propose des formations sur les applications, sur le Numbers, sur Pages, et cetera. Pour moi, c'est indispensable de les utiliser au quotidien, parce que le jour où je vais rédiger une formation à ce sujet, en fait, il y a déjà tout un tas de choses que je sais. ouais, il y a tout un passif derrière qui fait que oui, C'est ça, exactement. d'accord. Autre question, je sais que bon, je la pose quand même. Et est-ce que tu fais des jeux vidéo ou pas du tout sur Mac? Est-ce que ça t'arrive ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, non, D'accord, je suis pas j'ai une Nintendo Switch, qui prend un peu la poussière, donc si je d'accord. joue en fait, si tu veux, moi, je me dis: «Je passe déjà une bonne partie de ma journée sur mon Mac», donc quand je fais des activités détente, moi, j'ai besoin de cloisonner, en fait, donc D'accord. je vais préférer être sur ma Switch dans le salon, plutôt que d'être encore sur mon Mac, en fait. Et pour tes emails, tu utilises quoi? Tu utilises Apple Mail ou bien un autre client? Ah oui, j'utilise Apple Mail, Apple Mail? ouais, OK. comme quoi, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est bien. Non, mais il est souvent décrié alors qu'en fait, Moi aussi j'utilise, hein, j'aime bien, ouais. pour, la gestion avec combiné au carnet d'adresses, si on a un carnet d'adresses propre, ça fonctionne très bien. En fait, moi, j'ai toutes mes boîtes dans Mail, mes dossiers, tout va bien, quoi. Et est-ce que tu es satisfaite, si tu utilises ou pas en fonction, Apple Intelligence intégré dans Apple Mail? Est-ce que tu utilises les fonctionnalités d'Apple Intelligence lorsqu'elles sont couplées à Apple Mail? Pour faire des résumés, des recherches d'emails, pour faire des rédactions d'emails, tu utilises ou pas du tout? Oui, j'utilise de plus en plus Apple Intelligence, les outils d'écriture notamment, surtout dans les notes. Là, je suis en train de préparer une vidéo justement, bah, sur l'interface, Liquid Glass là, que je vais sortir jeudi. Donc j'ai récupéré beaucoup de textes, beaucoup sur le site, Apple Developer, pour avoir une base de travail en fait pour cette vidéo et donc voilà, je lui dis: «Sors-moi les points clés»,
et ça fait gagner vraiment beaucoup de temps. Ça évite d'avoir une lecture, très longue des sources qu'on peut trouver. Oui. Donc Apple Intelligence, les outils d'écriture, je pense qu'ils sont vraiment qualitatifs. Pour de l'IA locale, je trouve ça assez surprenant. Après, au niveau des outils, création d'images, ça, c'est moins bon. Clairement, Playground, ça fait un peu peur par moment, hein. Il nous sort des images, ou des visages un peu bizarres. Donc voilà, les outils d'écriture d'Apple Intelligence, ouais, je les utilise, depuis que c'est dispo. Alors là, si tu veux bien, Audrey, on va passer à la partie numéro 4. J'aimerais aussi avoir, et nous tous, on aimerait avoir ton opinion sur les services d'Apple. Donc, est-ce qu'ils te semblent pertinents? Est-ce qu'ils te semblent indispensables ou pas? Quelle est leur valeur ajoutée? Donc, je parle en l'occurrence d'Apple TV+, d'Apple Music, d'Apple Arcade, Apple One, Apple Tier+. Donc, tu nous donnes un petit peu ta vision en fonction des services que tu utilises et de ceux que tu apprécies ou pas. Voilà, Mais et écoute, guide-nous un petit peu, lesquels, lesquels sont indispensables, lesquels, enfin voilà, donne-nous un peu ta vision sur les services Apple, oui, globalement. bah, écoute, dans ta liste, il y a un service qui est souvent oublié, c'est iCloud, qui pour moi, en fait, c'est vraiment la base de tout utilisateur qui a plus d'un appareil Apple. À partir du moment où vous avez 2 appareils Apple, iCloud, c'est indispensable pour être à jour dans vos données, pour pouvoir passer facilement d'un appareil à l'autre, que ce soit pour, vos notes, pour vos rappels, pour, même Safari avec les onglets iCloud. iCloud, c'est vraiment la pierre angulaire, en fait, de tout l'écosystème d'Apple, je trouve, aujourd'hui. Donc, dans ta liste, il faut absolument que tu ajoutes iCloud parce que iCloud. s'il y a bien un service pour lequel il faut payer, c'est iCloud. En plus, c'est vraiment des tarifs très raisonnables. Pour 3 € par mois, on a 200 gigas de stockage, ce qui est déjà pas mal. Moi, c'est ce que j'utilise, ça me suffit. Et bien sûr, il y a la synchronisation de plein de choses qui ne sont pas comptées dans ces 200 gigas. Par exemple, les contacts, les emails, les calendriers, tout ça, c'est pas compté dans les 200 gigas, donc c'est toujours bon à prendre. Et tu vois, par rapport à la gestion des photos, ça, c'est un sujet qui revient très régulièrement sur, ma plateforme de formation et j'ai beaucoup de clients qui veulent pas iCloud parce que enfin, ils veulent pas iCloud Photos parce qu'ils aiment pas l'idée qu'il y ait une copie de leurs photos chez Apple. Ce que je peux comprendre, mais le problème, c'est que ce qu'ils mettent en place pour, la gestion de leurs photos, c'est pas du tout sécurisé. Et qu'est-ce qu'ils mettent en C'est place? Ah, Ben, souvent, ils mettent en place, une photothèque sur un disque dur externe. Comme ça, ils disent: «C'est bien, j'ai plein de place». Sauf qu'en fait, ils ne sauvegardent pas ce disque dur externe. Et ça, c'est un vrai problème parce que je leur dis: «Si demain votre disque dur externe, il monte pas sur le bureau et qu'il est mort, vous avez tout perdu». Et j'en ai vu des gens, je peux te dire, j'en ai vu malheureusement, depuis, plus de 10 ans, 15 ans, des photothèques entières perdues parce que les gens se disent: «Si c'est sur un disque dur externe, c'est sauvegardé» et en fait non. Une sauvegarde, c'est quelque chose qu'on a en double, voire en triple. moi, en fait, bon, j'utilise pas du tout les services iCloud, je suis sur l'offre gratuite à 5 gigas, Ouais. mais tout est synchronisé sur mon NAS. J'ai un NAS, un disk station, où tout est synchronisé automatiquement sur tous les appareils, les photos, les musiques, le contenu, de mes iPhones, iPad et Mac. Tout est backupé, tout est synchronisé et donc en fait, je me passe de tous les services iCloud et depuis des années et tout est Donc ça, synchronisé en temps réel. Oui? c'est très bien si tu veux. Financièrement, pour, rentabiliser le coût d'un NAS, il va te falloir combien d'années par rapport à un forfait iCloud? Moi, c'est souvent une question que je pose à mes clients. Au lieu de payer 3 € par mois, donc allez, on va dire 10 € par mois, si ton NAS, je sais pas combien ça coûte un NAS aujourd'hui, mais si t'a coûté 200 €, si tu as dû changer un disque dur, si tu as un système RAID avec 3 disques durs, Ah oui, oui. voilà. Tu vois, il y a un moment, il faut aussi se dire, entre, économie d'argent et praticité, ben, voilà, ça se questionne vraiment. Et puis, bien sûr, il y a des gens qui ont, toutes leurs photos, sur leur Mac et ils ne font pas de sauvegarde Time Machine, donc là aussi, c'est problématique. Donc en fait, la gestion des photos, malgré, l'utilisation du cloud, je pense quand même qu'il faut avoir une copie de ces photos, sur un disque dur externe parce que dans les petites notes, du contrat qu'on signe avec Apple sur iCloud, ils précisent bien qu'ils ne sont pas responsables de nos fichiers. Donc on ne peut pas se dire: «C'est bon, tout est synchro avec iCloud, donc j'ai pas besoin de sauvegarde». Ça, c'est pas vrai. Moi, personnellement, sur mon Mac, j'utilise iCloud
pour les photos, mais je choisis l'option stocker localement mes photos et mes vidéos. Voilà, c'est ça. Et Donc avec oui. cette option, plus Time Machine, plus une copie potentielle, on va dire, sur iCloud, je suis, sécurisée. Et Time Machine fonctionne aussi avec avec le NAS. Tu peux synchroniser tout ça, hein. C'est vraiment tout est tu vraiment tout stocké avec la redondance, tu perds pas tes données, enfin, En fait, ce voilà. qu'il faut expliquer aux gens et c'est ce que je fais dans j'ai une de mes formations sur la sauvegarde des données, c'est que vraiment expliquer c'est quoi une sauvegarde parce qu'il y a une vraie problématique, à ce niveau-là où les gens vraiment pensent, je pense que c'est vraiment une légende urbaine, que si c'est sur un disque dur externe, c'est sauvegardé. Sauf que c'est sauvegardé que s'il y a une copie sur l'ordinateur, et que l'élément existe en double. D'accord, ouais, voilà, c'est ça, un Mmh. doublon, oui. Il y a beaucoup de travail encore d'information à faire à ce sujet-là. Et par rapport aux abonnements aux autres, alors en dehors d'iCloud, Apple One, ça inclut aussi, je crois, une sauvegarde, ça inclut aussi un stockage iCloud, Apple One, non? Oui, tout à Ouais, fait, oui. Moi, j'ai le forfait Apple One, individuel, ouais, donc ça c'est ouais, je crois que c'est 16 € par mois. Ça m'ajoute 50 gigas de stockage dans mon forfait iCloud actuel. d'accord. Donc oui, je dois être à 250 gigas, mais j'utilise pas tout ça de toute façon. Et donc du coup, j'ai Apple TV+, Apple TV+ qui est vraiment, une plateforme vidéo très qualitative. J'y passe pas mal de temps en ce moment. D'accord. Rentabilise mon abonnement. Ah bah, c'est bien, bah oui, c'est bien. Bah, oui, oui, tant qu'à faire, comme c'est dans Apple One, et vraiment les séries et les films sont vraiment très, très bien. Le catalogue est pas énorme, mais c'est vraiment, des séries c'est des petits bijoux, quoi. À chaque fois que je commence une série, je me dis: «Oui, bon, le sujet, bof» et puis en fait, dès le premier ou deuxième épisode, je suis prise dedans et puis c'est dans l'air du temps. C'est vraiment, très actuel, en fait, au niveau, dialogue entre les personnages, au niveau parité, au niveau, égalité, enfin bah, c'est du Apple, quoi. Donc tu Donc conseilles, TV+, Apple Apple TV+. TV+, je le OK, conseille. Apple Music, bah, je m'en passerai plus aujourd'hui. C'est clairement quelque chose que j'utilise tous les jours sur mes différents appareils. Apple Music, ça m'a ouvert en fait, quand je me suis abonnée à Apple Music, c'était suite à l'achat de mes AirPods. J'ai eu, 6 mois gratuits et en fait, bah, c'est une très bonne technique marketing parce qu'au bout de 6 mois, je me suis dit: «Non mais je renouvelle, c'est pas possible. Je peux plus me passer de ouais, cette liberté d'avoir accès à des milliers de morceaux sans me dire est-ce que» parce qu'à l'époque, j'achetais des CD mais sur iTunes Store, tu vois? ouais. Et voilà et là, je me dis aujourd'hui, on me dit: «Tiens, t'as entendu, l'album de machin?» Bah, je le télécharge et on se pose même plus la question d'achat puisque pour, bah, du coup, c'est quelques euros par mois, on a accès à des millions de morceaux. Donc Apple Music, oui, c'est un grand, grand oui. Celui-là aussi, d'accord. Apple Arcade, Bah, il est dans mon Apple One, mais je l'utilise pas parce que je joue ouais, pas des masses, ouais, ouais. pas des masses, OK, voire, jamais. Et Apple Care Plus, donc ça, c'est l'extension de garantie, on va dire, d'Apple. Ça, je le prends pour mon iPhone. C'est pour l'iPhone 16, ça doit être 9 € par mois. Donc ça, je le prends aussi parce que, personne n'est à l'abri de faire tomber son iPhone, de se le faire, voler ou c'est vrai, tu as raison, de ouais, c'est briser vrai, l'écran. bien Donc sûr. ça, je le prends. Je le recommande aussi. J'ai pas trop cherché chez la concurrence, genre chez je sais pas si j'achète mon iPhone à la Fnac ou chez Orange, je sais qu'ils font des assurances. Là, ce que j'aime bien, c'est que c'est renouvelé, tous les mois, en fait. Il y a pas de limite dans le temps. Donc c'est-à-dire que tant que ça se renouvelle et que je paye, en fait, mon iPhone, il est assuré. Je le prendrai pas pour un Mac parce que même un Mac portable, c'est quand même solide. Je fais quand même attention à mes affaires et j'ai pas pris pour l'iPad non plus. D'accord, OK. Donc ça, c'est ta vision, donc c'est super sympa pour tous les services Apple, je te remercie. Et si tu veux bien maintenant, on va passer à la cinquième partie. Donc Apple et l'IA, je l'ai nommé comme ça de manière conventionnelle, hein. Apple et donc l'intelligence artificielle. Alors ben là aussi, ce serait bien d'avoir ton opinion, parce que toi tu utilises ça vraiment au quotidien, j'imagine. L'IA, comme tout le monde en général, j'imagine. Donc est-ce que tu es convaincu de ça? Comment tu vois ça? Est-ce que c'est bien intégré? Est-ce que ça mérite d'être encore plus intégré? Est-ce qu'on peut très bien s'en passer et faire appel à des agents conversationnels tiers plutôt que de l'avoir greffé dans le système? Est-ce que les deux sont utiles? Enfin voilà, ta vision sur Apple et l'IA.
Alors c'est une vision assez neuve parce qu'Apple Intelligence est arrivé il y a quelques mois seulement en France, donc on l'a attendu longtemps. On n'a pas tous les outils à cause de l'Europe ou par rapport à l'Europe, on va dire. Genre la recopie d'iPhone, on l'a pas en Ouais, oui, France. ça, c'est vraiment... Je suis dégoûté pour ça. Ouais, j'espère que ça va être débloqué et dans tous les cas, comme dans les prochaines versions iOS 26, macOS 26 et cetera, Apple Intelligence sera intégré partout, vraiment dans toutes les applications, Apple Intelligence sera là. Donc je ne vois pas comment la Commission européenne va nous freiner, à moins de bloquer carrément la mise à jour iOS 26, mais c'est pas possible. Bonne chance. Donc je sais pas comment ils vont faire, soit ils vont lâcher l'affaire et dire: «OK, ben vous pouvez, tout utiliser» et là on aura la recopie de l'iPhone. Donc je ne sais pas ce que ça va donner dans les mois à venir. Donc pour l'instant, l'IA d'Apple, elle est quand même limitée à, des outils d'image et des outils d'écriture dont on a parlé tout à Ouais, l'heure. exactement. Donc comme je l'ai dit, ben, les outils d'écriture, moi je les trouve très, très bien. Je suis assez bluffée et puis, bah, en fait, le mauvais élève, ça reste Siri. Heu, Là, lors de la keynote justement d'avant-hier, ils nous d'entrée de jeu, ils ont dit, bah, en fait, Siri, c'est pour l'an prochain. Donc, voilà, 2026. Ouais, Siri intelligent, bien vraiment annoncé. intelligent parce que Ouais. quelle galère quand même. Ça, c'est vraiment, les gens adorent ça, en fait. Les gens adorent parler aux intelligences artificielles, adorent leur demander des choses et Siri, en fait, il est vraiment limité à ce qu'on lui a appris et depuis des années, il y a des choses qu'il fait très bien, créer des rappels et cetera, il le fait très bien. Par contre, ben, voilà, on va lui dire, «Mets-moi tel morceau de musique», ben, la fois d'après, ça sera pas le même morceau qu'il va Ouais, nous mettre ouais. ou Et là, on va lui demander: «Quel temps fait-il?» et il va nous dire: «Je peux pas vous localiser». Enfin, c'est ouais, il y a des choses complètement les aberrations. inacceptables, vraiment inacceptables en 2025. Donc on espère qu'ils vont pas se planter avec un Siri intelligent, l'an prochain. Et ce que j'avais pas trop apprécié de la part d'Apple, c'est qu'à la keynote, à la WWDC de 2024, ils nous avaient promis monts et merveilles par rapport à Siri. Ils nous avaient fait une démo, sauf qu'en fait, ça n'a jamais Ouais. fonctionné comme ils l'avaient Une dit. démo bluffante. Donc clairement, c'était vraiment difficile de justifier, ce qu'ils ont fait. Franchement, c'était pas acceptable. Donc là, en fait, d'entrée de jeu, comme ils en ont parlé, je crois, dans les 5 premières minutes, ils ont été très clairs en disant: «C'est pas pour maintenant, c'est pour l'an prochain». Donc je trouve qu'ils ont tiré des leçons du «mensonge» entre guillemets qu'ils Ouais, nous ont dit l'an dernier. bien sûr. Donc je trouve ça bien, parce qu'Apple fait pas mal d'erreurs quand même. On l'a vu avec, le problème de batterie qu'il y a eu, où ils avaient mal informé les gens. Il y a eu quand même des gros crash en fait, au niveau de la communication chez Apple. Donc l'an dernier, c'était encore le cas. Donc pour l'IA, on sait très bien qu'ils sont en retard, c'est un secret pour personne. Le fait qu'ils intègrent ChatGPT, bah, c'est aussi, un aveu de faiblesse, en fait. C'est aussi pour dire: «Bah, en fait, nous, on peut pas vous proposer ça, donc on accepte d'ouvrir notre intelligence artificielle à d'autres services». Moi, je t'avoue, que j'ai, eu beaucoup de mal avec, ChatGPT au début, parce que moi qui rédige des articles, qui crée des vidéos depuis 20 ans, je me suis sentie un peu pillée. Si tu veux, je me suis dit: «Donc en fait, une IA, elle va aller chercher dans tout le web réponse aux questions des gens et par contre, elle va citer personne». Donc je me suis sentie vraiment flouée où je me suis dit: «Donc tout ce que moi j'ai proposé en libre accès sur le web, Ouais, c'est du bah, pillage, hein, je c'est du suis» pillage de oui, de oui. voilà, moi je l'ai pris comme ça au Ouais, début, ah, c'était ça, oui. et clairement c'était ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ressenti ça Oui, c'est comme un ou du viol, c'est moins comme un viol de ce que tu produis, en fait, hein. tous les Ouais. créateurs de contenu qui sont là depuis longtemps, ils ont eu le même sentiment. Maintenant, ChatGPT affiche ses sources, donc c'est déjà bien. Après, je pense que ça fait partie du progrès et qu'on ne peut pas lutter contre le progrès, sinon on reste sur le côté de la route et le monde avance sans nous. Donc, c'est évident que l'IA, c'est une révolution majeure dans l'informatique. Moi, je me sers de ChatGPT, pas à travers Apple Intelligence, je lui ai pas autorisé l'accès. Je l'utilise dans mon navigateur, de temps en temps, pas tous les jours, vraiment avec parcimonie. Il peut m'aider pour certains trucs, mais là encore, voilà, je lui demande: «Cite-moi tes sources» et je cite mes sources, quand c'est nécessaire. Donc je pense que je vois une de tes questions, c'est: «Apple est en retard, est-ce si grave?» Je pense que oui, c'est grave pour les gens qui ne sont pas encore chez Apple. C'est-à-dire qu'un un prospect, en fait, un client potentiel, qui est chez Samsung, qui s'intéresse aux iPhones, bah, et quand il va apprendre qu'il y a pas vraiment d'IA, il y a pas d'assistant intelligent, bah, il va pas venir chez Apple. Donc
Je pense que ça freine beaucoup les switchers, comme on les appelait avant. Ça freine beaucoup les gens qui seraient intéressés par Apple, mais étant donné qu'ils sont très en retard sur l'IA et que c'est un peu le truc que tout le monde veut aujourd'hui, je pense pas qu'ils engendrent beaucoup de nouveaux clients à cause de ça. Et toi, par exemple, en matière de productivité, l'IA, bah, tu l'utilises, je suppose, comme tu l'as dit, donc pour rédiger du contenu, ça peut t'aider, pour trouver des tags, pour faire des métadescriptions, pour trouver des mots-clés. Tu l'utilises pour quoi en termes de productivité? Sans parler de génération d'images, parce que ça, je trouve ça un peu... Mais au niveau du texte, tu l'utilises pour quoi, par exemple? Alors, par exemple, quand je veux parler d'un sujet, sur mon site Apple avec Audrey, j'ai un club où les gens, ils payent 9 € par mois, ils ont accès aux formations à moitié prix, donc ils ont 50% de réduction sur les formations, et ils ont accès à un produit qui est réservé pour eux, c'est un dictionnaire. En fait, j'ai créé un dictionnaire Apple, illustré, plus sous forme de pas à pas, où les gens, ils vont cliquer sur AirDrop et puis ils vont voir ce que c'est, à quoi ça sert, comment on l'utilise. Donc aujourd'hui, il y a quasiment 200 définitions dans mon dictionnaire, j'en suis assez fière. C'est pas mal, c'est du boulot quand même, c'est du boulot. C'est du boulot, Ah oui. j'en fais une définition par semaine, tous les mercredis. Et là où ChatGPT peut m'aider, c'est quand je vais en fait, ce qui va m'aider, c'est que moi, je peux bien évidemment par exemple, cette semaine, c'est cinématique, donc le mode de vidéo cinématique. Évidemment que je peux écrire l'article toute seule puisque c'est ce que je fais depuis toujours. Bien sûr. Je vais quand même demander à ChatGPT: «Que peux-tu me dire du mode cinématique?» et il va forcément me parler de quelque chose que moi auquel j'aurais pas pensé. Donc c'est là où il va enrichir mon travail et pour moi l'IA, c'est vraiment un outil qui nous permet d'être meilleurs. C'est dans le sens où c'est pas je vais pas faire un copier-coller de ce qu'il me dit, mais je vais lire ce qu'il me propose et je vais dire: «Ah oui, cette option-là, c'est vrai que», par exemple dans les réglages, c'est vrai que je l'aurais pas mentionné parce que j'y aurais pas pensé. Une vraie valeur ajoutée, quoi. Voilà, pour moi, c'est comme ça que j'utilise les IA. C'est, comme un assistant, en fait, qui me dirait: «Ah mais au fait Audrey, tu as oublié de parler de ça dans ta définition, dans ton mot de la semaine». D'accord. Donc voilà, moi au niveau du texte, c'est comme ça. Par contre, je ne vais pas lui demander de rédiger mes formations, Mais par contre, j'en il suis peut pas il encore peut te là. donner, par contre, des idées de formation. Heu, Alors les idées, moi j'en ai 10 000 à la minute. ouais, C'est pour ça que j'ai plus de 600 vidéos sur ma chaîne et que j'ai écrit des centaines d'articles, des dizaines de livres, sur Apple parce que j'ai une liste de vidéos à faire énorme. Donc je suis pas en manque d'idées, je suis plutôt en manque de temps. ah oui, ah oui, oui, fort. Mais non, en fait, je lui demande pas non plus, de me en fait, mes idées de formation, là, je sais que j'ai une demande, sur l'Apple Watch, donc il faut que je fasse une formation sur l'Apple Watch parce que j'ai de plus en plus de clients qui s'équipent. Donc tu vois, moi, je sais déjà que je vais la faire, donc dans ma tête, ça mûrit tout doucement. Quand j'utilise mon Apple Watch, je me dis: «Ah ça, faudra que j'en parle». Donc en fait, quand tu es journaliste, tu as toujours des idées en tête, surtout quand tu fais du contenu, plutôt pas à pas, plutôt, didactique. Quand tu utilises tes appareils au quotidien, tu as toujours un truc: «Ah tiens, ça c'est intéressant, faut que j'écrive un article là-dessus». Des Donc tu as des suggestions, oui. listes, voilà, tu as des listes d'articles ou de vidéos à faire, énormes. Ouais, je trouverais ça triste en fait, un créateur de contenu qui a plus d'idées. Ah oui, ouais, c'est ça. Mais en fait, beaucoup laissent la place à l'IA. Je vois, je vois des contenus, on sent ça sent à 100 la rédaction IA. C'est-à-dire que la façon dont c'est formulé, la façon dont c'est amené, on voit que c'est un contenu, 100 IA. Je sais pas comment t'expliquer ça, c'est vraiment du ressenti et Oui, parce que, c'est un ton si tu oui. veux oui, pardon. En fait, ce que je pense, ce que tu veux dire, c'est que on reconnaît l'écriture des gens, la façon d'aborder un sujet des gens et l'IA, c'est un peu neutre. En Ouais, fait, c'est un peu tout le monde écrit pareil, ouais, quoi. je trouve, c'est ça. Alors on a fait un super tour d'horizon et on a eu ta vision un petit peu d'Apple, de l'écosystème, des logiciels et c'était super. Maintenant, on va faire une partie qu'on n'avait pas prévue, mais ça c'est la partie bonus pour clore le podcast. Moi j'aimerais maintenant, Audrey, que tu nous expliques en quelques mots, mais avec beaucoup de précision comme tu le fais d'habitude, qu'est-ce que tu proposes comme formation? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Quels sont les sujets les plus demandés? Quels sont éventuellement les tarifs si tu veux les aborder sur le podcast? Donc j'aimerais vraiment que tu clôtures le podcast en nous parlant exclusivement de tes formations.
OK, bah, écoute, c'est gentil de me donner, l'occasion d'en parler. Ça va me permettre, de faire découvrir en effet mon site, à tes auditeurs. Donc mon site, c'est appleavec-audrey.fr. Donc c'est vraiment une plateforme de formation dans le sens où vous allez acheter des formations en fonction de vos besoins. Toutes mes formations, une fois que vous l'avez acheté, mes formations sont à 69 €. D'accord. Si vous êtes membre du club, ben, c'est 34,50 €, donc c'est moitié prix. Le club, c'est 9 € par mois. Même si vous n'êtes plus membre du club, ben, en fait, vous gardez accès à vos formations. Donc, j'ai pas mal de gens qui s'inscrivent au club, qui achètent 3 formations et qui s'en vont, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Donc 69 €, vous avez une formation qui traite d'un sujet de A à Z. Par exemple, vous avez envie d'apprendre à maîtriser iCloud, tous les réglages et cetera. Je propose une formation complète, par exemple, sur iCloud et ce que je propose à mes clients, et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est que mes formations sont mises à jour tous les ans. C'est le plus gros de mon Donc travail. c'est réactualisé, en fait, c'est super, ouais. Voilà, la formation est actualisée chaque année en fonction des modifications apportées par Apple et c'est gratuit pour les clients. C'est-à-dire que vous achetez une formation, moi j'ai des clients qui ont acheté une formation il y a 4 ans, ils auront la mise à jour de cette année, avec, macOS, 26, ils auront la nouvelle version. Ça, c'est un vrai plus, ouais, OK. Et ça, c'est important pour moi parce que, ça m'est arrivé d'acheter des formations, en fait, on me la vendait comme, actuelle, sauf qu'elle avait été faite il y a 3 ans et du coup, ce que moi j'avais en face des yeux, ça correspondait pas, à ce que le formateur disait dans sa formation. Donc ça, c'est pénible. Tu as un sentiment d'avoir été floué, quoi, c'est pas agréable. Donc évidemment que moi, de octobre à juin, ça occupe quasiment toute mon année, de mettre à jour mes formations, parce que j'ai 30 formations sur ma plateforme, Oh, bah, actuellement. ouais. Donc tu bien refaire les captures d'écran, vérifier que tel bouton n'a pas changé de place, voilà. Ah, c'est du boulot. C'est beaucoup de C'est travail. beaucoup de travail, mais c'est un choix que j'ai fait et ça me permet aussi, clairement de vendre mes formations encore aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu as une formation qui a 5 ans dans ton catalogue, tu la vendras pas. Tu vois? C'est beaucoup de travail, mais c'est aussi une façon de trouver des nouveaux clients, de dire, vous êtes nouveau client, vous arrivez, vous achetez une nouvelle formation. Enfin, vous achetez une formation, elle est actuelle, elle est actualisée, elle est de 2025 ou 2026. Et la tranche d'âge, en moyenne, de ceux qui sollicitent des formations? En moyenne, s'il fallait donner une moyenne comme ça? Alors j'ai des gens de 30 ans et j'ai des gens de 80 ans. D'accord. Donc c'est très vaste. Je pense que les gens de 25-30 ans et de 65 ans et plus ont les mêmes problématiques, vraiment. Et ça, je l'ai vu quand je faisais de la formation à domicile ou en entreprise, je l'ai vu. Parce qu'en fait, il y a que la tranche d'âge des 40-50 ans qui ont eu des cours d'informatique, qui ont utilisé un ordinateur et eux, ils ont des bases. Par contre, les plus jeunes, bah, malheureusement, ils ont grandi avec une tablette ou un smartphone dans la main et du coup, quand ils se retrouvent devant un ordinateur avec une gestion des fichiers, une arborescence, ils sont perdus. Bien sûr. Voilà, et les 65 ans et plus qui sont un peu largués, et que j'aide avec plaisir. Donc en fait, moi, ce que je me dis aussi, c'est que quand on suit une formation, on a forcément des questions. On lit une leçon, on regarde une vidéo et là, on se dit: «Oui, mais ça, j'ai pas compris». Donc pour chaque formation et dans chaque leçon, il y a un espace commentaire auquel je réponds aux questions. Ça, c'est important pour les gens qui ont pas bien compris ce qu'ils ont lu ou qui veulent voilà, quelque chose de plus personnel. Ils vont à ce moment-là me poser des questions en rapport avec ce qu'ils viennent de lire. Ce sont des formations, à distance ou bien en présentiel? C'est comment ça se Non, c'est des formations, qui sont accessibles en ligne. Je ne fais pas de visio avec mes clients, c'est vraiment, en fait, tu achètes une formation et tu as des leçons, par exemple, tu as 60 leçons, 10 vidéos et puis, ben, toi, en toute autonomie, bah, tu vas poursuivre ta formation. Bien sûr, si tu as des questions, je suis là, mais en gros, les gens achètent une formation et ils sont autonomes. Donc, moi, j'ai des gens, je vois qu'ils suivent mes formations la nuit, bah, ils font ce qu'ils veulent, en fait, parce que, ils ont accès à tout. En fait, ils ont accès à toute la formation. Donc, c'est des formations, principalement composées de pas à pas, c'est-à-dire du texte et des images, avec, des captures, des flèches, enfin, voilà, vraiment un peu comme dans les ouais, magazines à l'ancienne. c'est bien. Il y a des vidéos, pas dans toutes les formations parce que les vidéos, c'est très long à faire, et comme je mets à jour mes formations chaque année, je ne pourrais pas faire, des milliers de vidéos, chaque année, ça serait pas possible à maintenir à jour.
Donc j'ai trouvé un mix entre des vidéos plutôt pérennes qui expliquent des concepts ou des choses, par exemple, qu'est-ce qu'un navigateur web, voilà, ou qu'est-ce qu'iCloud. Et par contre, tout ce qui est pas à pas, donc vous cliquez là, vous faites ça, vous activez ça si vous voulez. Là, c'est de l'écrit. D'accord. Et donc, c'est un mix entre les deux. J'ai pas mal de clients qui sont pas, enfin, de prospects qui ne deviennent pas des clients parce qu'ils veulent absolument que des vidéos. Mais comme moi, j'ai fait le choix que mes formations soient à jour, en fait, je peux pas gérer des milliers de vidéos à refaire chaque Ouais, année. c'est un gros flux, ouais, d'accord. Et j'ai une question à te poser. Et parmi le package de formation, euh, euh, lesquelles sont les plus sollicitées? C'est celles qui sont en rapport avec le matériel iPhone, le Mac, ou bien le logiciel? Lesquelles sont le plus sollicitées, selon toi? En fait, sur mon site, j'ai 4 catégories de formations. J'ai les formations pour bien démarrer, j'ai les formations pour faire du tri, j'ai les formations liées aux services d'Apple et j'ai les formations sur les applications. Donc, par exemple, dans la catégorie bien débuter, tu vas avoir bien utiliser son Mac, bien utiliser son iPhone, bien utiliser son iPad. Donc ça, c'est les 3 formations que je vends le plus. C'est aussi les 3 formations que je conseille à suivre en premier parce que c'est vraiment les bases. J'ai aussi des clients qui sont depuis 20 ans sur Mac et je leur dis: «Si, si, vous commencez par cette formation-là» et en fait, ils découvrent plein de choses qu'ils ignoraient alors que c'est des bases, du Mac. Donc c'est vraiment la partie bien débutée qui marche le mieux. Après les services Apple, donc iCloud, Time Machine, qu'est-ce que j'ai d'autre? Attends, je vais ouvrir mon dossier. Bah oui, je t'en prie. Donc les services, voilà, j'ai iCloud, une formation sur iCloud, une formation sur la gestion des mots de passe. Ça, c'est une formation qui marche le mieux. J'ai une formation sur la sauvegarde, sur aussi concentration, les modes de concentration. Oui, Ça, pour moi, c'est c'est pas essentiel évident ça. aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ouais, et c'est pas évident forcément à prendre en main, donc c'est une formation qui marche bien aussi. J'ai une formation sur Sidecar et commande universelle Ouais, pour ça les c'est gens qui ont super. Ouais. un Mac et un iPad. Et j'ai une formation iPhone sur la sécurité, une grosse formation sécurité iPhone. Et après, dans le tri, ça va plutôt être tri des photos, des mails, et faire un tri général sur le Mac, prendre en main le Finder, etc. Donc le tri sur Mac, ça marche bien aussi. Et dans la dernière catégorie des applications, j'ai des formations sur Notes, Pages, Numbers et la création de livres photos. Ouais, tu couvres un super éventail, c'est vraiment intéressant, d'accord. Et j'allais te demander, J'aimerais bien faire d'autres formations, mais après, il faut que je trouve le temps de les mettre à jour. donc si moi je souscris à une formation, est-ce que je peux aussi, par exemple, si je veux, je dis n'importe quoi, hein, si je veux avoir une formation, si je veux un conseil d'achat sur mon prochain iPhone, mon prochain Mac, est-ce que tu fais des formations, on va dire un petit peu hors série, quoi, ou pas du tout, en dehors du package? En fait, les membres de mon club, donc qui payent 9 € par mois, qui ont les formations à moitié prix, qui ont accès au dictionnaire, ils ont aussi accès à l'espace communauté où ils peuvent me poser des questions sur n'importe quel sujet, en fait. D'accord. Et tu C'est un réponds espèce généralement de rapidement? support technique, quoi. Et tu réponds relativement rapidement ou Bah, sous 24 heures, ouais, ouais. c'est super, c'est rapide. Voilà. J'ai beaucoup de gens qui me disent, «Audrey, j'ai ça comme réglage sur mon Mac, j'ai regardé la formation, sur tel sujet, mais j'ai pas trouvé réponse». Enfin, ou alors, voilà, je sais pas comment gérer mes photos, j'ai des questions plutôt axées sur la sécurité aussi ou sur des conseils d'achat. Voilà, j'ai eu une dame hier qui me dit, qu'elle a un iMac qui a 10 ans, qu'elle peut plus le mettre à jour, qu'est-ce que je lui conseille? Et donc là, on part dans une discussion en fait où, alors écrite, hein, c'est pas de la vidéo, c'est pas de la visio, une discussion écrite où je vais lui demander ses besoins et après je vais la conseiller jusqu'à l'achat en fait. Donc pas mal de conseils d'achat, de dépannage technique, de bons réglages aussi, bien régler ses appareils pour que telle ou telle chose fonctionne correctement. Donc les membres du club en fait, ils ont plein d'avantages et puis, en fait, c'est sans engagement, donc ils peuvent rester 1 mois comme, 3 ans, 4 ans, c'est voilà, d'un mois à l'autre, ils peuvent s'en Ouais, aller il y a une s'ils liberté veulent. d'action, d'accord, oui, c'est bien. Et est-ce que tu dispenses aussi des formations aux parents sur le contrôle parental pour leurs enfants? Alors non, ça c'est une question qu'on me pose souvent. N'ayant pas d'enfant, je ne suis pas sûre d'être la meilleure placée, pour, envisager tout ce que ça implique. Donc je préfère laisser ça à des gens, qui ont des enfants, qui utilisent le contrôle parental, réellement.
Même si évidemment j'ai déjà fait des tutos sur YouTube à Ouais, ce sujet. techniquement, tu pourrais, en tout cas, oui. Techniquement, bien Bien évidemment sûr. que je pourrais, mais bah, si tu veux, c'est comme si je parlais d'un accouchement alors que j'ai jamais mis Oui, d'enfant au non, mais je monde, tu vois? je comprends l'idée, Voilà, oui. je me sens pas trop légitime. D'accord. Par contre, il y a plein d'autres sujets que je voudrais aborder, j'aimerais bien faire une petite formation sur les AirPods, parce que là encore, il y a plein de choses à dire. Sur l'Apple Watch et puis après sur, Keynote aussi, j'ai Ouais, pas mal de Keynote. demandes. Mmh. Voilà, après c'est juste que moi, il faut que je trouve, là avec 30 formations, voilà, ça m'occupe déjà, quasiment, toute J'imagine, l'année le pour roulement, les il est mettre à déjà jour. assez solide. Ouais, c'est vrai qu'il y a du boulot, là. Mais après, il faut créer de la nouveauté parce qu'il faut de l'entrain, il faut voilà, donc c'est un équilibre, un juste équilibre à trouver. Bah, en tout cas, bah, merci de m'avoir permis de parler de mon site. Ah, c'est tout à fait normal parce que tu es invité, hein, de toute façon, c'est toi, hein, qui as la parole et c'est vraiment toi, hein, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et là, donc, en fait, tu es en train de t'auto-former sur tous les nouveaux OS qui arrivent, hein, j'imagine. Sur l'iOS 26, sur l'iPadOS 26, sur le macOS Tao, enfin, tu t'auto-formes, en fait. Pour Il y a ensuite, aussi ouais, des formations dont je n'ai pas parlé ouais, et que je fais chaque année, c'est une formation sur les nouveautés. Je fais une formation nouveauté Mac, une formation nouveauté iPhone, une formation nouveauté iPad. Ces formations, on va dire, ont une date de validité d'1 an parce que, tous les ans, en fait, ça change. Donc, ces formations-là, en fait, c'est vraiment, en général, elles sont disponibles, mi-juillet. Donc là, je vais commencer à m'y mettre, vraiment. Ça date d'avant-hier, hein, donc il faut un peu de temps quand même bien pour sûr. lister toutes les nouveautés. Après, il faudra tester sur, du matériel, sur mon matériel. Donc ça demande aussi du matériel, pour tester, les bêtas. Évidemment que je vais pas mettre une bêta sur mon ordinateur de production. Bien sûr. Mais en tout cas, ces 3 formations-là, donc, sur les nouveautés Apple, c'est vraiment, des formations qui marchent bien, qui demandent aussi beaucoup de travail parce que tu vois, là, par exemple, cette année, j'avais fait mes formations iOS 18, iPadOS 18 et cetera et au milieu de l'année, Apple Intelligence est sorti et je me suis dit: «Bah, au lieu de vendre une formation en plus sur Apple Intelligence, je vais intégrer ça dans ma formation sur les nouveautés». Donc tous mes clients qui avaient acheté la formation sur les nouveautés étaient, super contents, en fait, d'avoir, ces chapitres-là en plus. Une update, en fait, ouais. Ouais, Mmh. c'est ça, une grosse, grosse mise à jour de ces formations-là que j'ai faites et donc là, oui, évidemment, je vais commencer, à étudier, de près, tout ça. Cette année, je trouve qu'on n'est pas très riche en fonctionnalités. Il y a quand même des choses pour l'application téléphone, messages, mais par rapport à d'autres années, je trouve qu'il y a moins de nouveautés, liées aux fonctionnalités des applis. Ils ont vraiment tout misé là sur la nouvelle apparence, donc je vais voir en fait, si la liste de ces nouveautés est suffisante Ouais, si elle est pour en conséquente, proposer une ouais, formation ouais. et si c'est une petite formation, bah, je pense que je la ferai, moins cher et puis, je vais voir ça, mais c'est vrai que ça date d'avant-hier et j'ai pas, je suis en train d'étudier surtout la nouvelle interface pour, faire une vidéo là-dessus et surtout expliquer un peu mes inquiétudes Bah sur oui. cette nouvelle interface qui me questionne beaucoup. Ah, le liquide glace. Liquide glace, alors la transparence, c'est bien, mais pas toujours. D'accord. Alors donc, je mettrai en descriptif, hein, donc pour ceux qui nous écoutent, ben, les liens du site d'Audrey. Et donc, Audrey, pour souscrire à une formation, donc, comment est-ce qu'on fait en pratique alors? On va sur ton blog ou on va sur la chaîne YouTube? Comment ça se passe? Imagine, je pars de zéro, là, comme ça. Bah, tu vas sur appleavec-audrey.fr ou D'accord, tu tapes Apple avec Audrey dans Google, tu tombes sur mon site et là, en fait, tu as accès à à toutes mes formations disponibles sur la page d'accueil d'accord, et sinon, dans le menu, en fait, tu as, formation. Si tu peux aussi classer les formations en fonction de l'appareil que tu as. Si tu as un iPad, tu cliques sur formation iPad et tu as accès à toutes les formations iPad disponibles. Pareil pour le Mac ou l'iPhone et sinon, c'est plus donc par thématique, prendre en main, trier ou, application ou service. d'accord. Donc, Donc, en fait, tu achètes la formation, oui, donc c'est comme si tu achetais un produit en ligne, c'est vraiment un produit et tu as accès immédiatement à ta formation et que tu peux la démarrer. d'accord. Et donc, et au niveau des modalités de paiement, ça marche comment? C'est du PayPal, c'est des cartes bleues? Comment ça fonctionne alors? Non, j'ai pas mis PayPal parce que au niveau de la déclaration de la TVA, enfin, ça complique un peu l'aspect, comptable, en fait, de ma société. D'accord, Donc en fait, tu peux payer par, Apple Pay, tu peux payer par carte bancaire, c'est tu peux souple. payer par, Link, enfin tu peux D'accord, payer par tout ce que tu veux, c'est sécurisé bien évidemment. Et après en fait, tu as ton compte client, ton espace, client où tu vas retrouver les formations que tu as achetées, tu as ta progression, donc tu peux voir que tu étais à la leçon, 40 sur 60
Voilà et puis tu reprends ta formation et tu la suis à ton rythme, quand tu veux. C'est pour ça que souvent quand je fais des promos, je dis aux gens, «Même si vous l'achetez maintenant, vous y accédez quand vous voulez, même dans 2 mois». Oui, il y a une vraie liberté, quoi, oui. C'est ça et puis, en fait, moi, ça me permet aussi d'avoir du temps pour, être en arrière-plan et à mettre à jour mes formations pendant que mes élèves, se forment. D'accord, je comprends le principe. D'accord, bah, c'est super. Bah, alors Audrey, bah, avant de clore le podcast, si tu as une ou 2 choses à ajouter, je t'en prie, c'est maintenant. Bah, écoute, je pense qu'on a déjà fait le tour de tout ce que je pouvais dire, on pourrait en parler pendant des heures, bien sûr, d'Apple, du passé, du futur, du présent. Je pense que vraiment, si j'ai un conseil à donner à tes auditeurs, Oui, j'allais dire nos oui, auditeurs, je oui, suis oui. tellement habituée Non, c'est pas grave, il y a pas de à souci. animer un podcast, à tes auditeurs, c'est de vraiment se poser la question avant de changer de matériel. Je trouve que que ce soit financièrement, que ce soit écologiquement. Ouais, c'est un choix éthique, hein, c'est aussi, hein. Ouais, oui, oui. Voilà, moi je dis souvent aux gens: «Vous êtes sûrs qu'en fait, si vous pouvez pas attendre un an de plus? Est-ce que ça va vraiment vous apporter quelque chose? Et puis quand l'iPhone, 17 va sortir, bah, vous allez être frustrés, donc attendez, en fait, attendez Ouais. et puis pendant ce temps-là, bah, utilisez votre argent pour, voyager, pour, faire des cadeaux à vos proches». Voilà, c'est quand même des appareils qui coûtent cher, donc c'est toujours bien d'y réfléchir à 2 fois avant de craquer, et de faire des achats un peu compulsifs. D'accord. Bon, bah, c'est noté. Bah, alors Audrey, je te remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation et surtout, c'était un super déroulé. Tu nous as bien expliqué ta vision, d'écosystème Apple et je pense que tout le monde va pouvoir profiter un petit peu de tes conseils et de tes opinions et que c'est vraiment, c'était génial. Merci à vous d'avoir suivi le tutoriel macplanet.com. Merci beaucoup Audrey. Merci Jean-Christophe.